Quelles ont été les tendances de fond du CES 2022, le plus grand salon mondial dédié à la tech? Lutte contre le Covid et au-delà, santé connectée pour faciliter les consultations à distance, les dernières générations de dalles pour les TV et moniteurs, les casques mixtes de réalité virtuelle et augmentée, drones de transport, robots et autres voitures électriques. Gros plan sur les innovations les plus marquantes de cette édition. Apple va-t-elle s'en inspirer pour ses futurs produits? Débat. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias RLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Toute l'équipe de On refait le Mac à nouveau vous souhaite une très belle et heureuse année 2022, deuxième émission de l'année en compagnie d'invités, parce que le thématique cette semaine c'est le CES. Ils reviennent tout juste de débarquer, en tout cas notre ami Fabrice Marcella, le maire du village Baïséa, qui nous accueille chaque semaine, qui accueille notre studio, cette magnifique pépinière de start-up située au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, et qui donc nous accueille. Bonjour Fabrice, ça s'est bien passé ceci? Bonjour Olivier. Oui, je m'en suis remis en tout cas. Oui, c'est une épreuve. Alors c'est une épreuve tout particulièrement cette année parce que déjà il fallait se qualifier pour y aller, donc passer un test Covid négatif, et surtout il fallait passer le même test pour le retour. Donc je suis là et je suis en pleine santé et en pleine forme. Bon, merci en tout cas de nous accueillir. N'hésitez pas à nous contacter par ailleurs si vous avez besoin de prestations vidéo. Sachez que notre studio est à votre disposition si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de tournage. On refait le Mac est à votre disposition. Un autre habitué, une icône de la Silicon Valley et d'ICIS. Il publie chaque année son rapport d'ICIS qui fait référence sur les tendances des nouveautés du plus grand salon mondial dédié à l'high-tech, à savoir le CES. Monsieur Olivier Ezrati est avec nous ce soir. Bonjour Olivier. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Moi, j'ai économisé le décalage horaire. Ouais. J'ai pas eu d'avion, j'ai pas eu de file d'attente. Tu es resté à Paris? Je suis resté chez moi et j'ai tout fait à distance. Donc ton rapport a évolué au fil des années, depuis 2021, je crois. Tu as en 2020, j'avais annoncé que j'arrêtais de faire le gros pavé en PDF là, qui faisait 400 pages. Ouais. Et là, je me suis contenté, comme l'année dernière, pour l'édition virtuelle, de faire un petit article qui faisait 20 pages. Et ça suffisait finalement. Et à côté de ça, d'être un observateur attentif de toutes les nouvelles technologies. Ton dada? Moins maintenant. Oui, un peu quand même. Ouais, je me suis un peu spécialisé. Il a tout passé au crible dans le studio, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, donc je suis maintenant spécialisé dans les technologies quantiques. Voilà, et tu animes vraiment beaucoup d'événements autour du quantique. Tu fais un podcast avec... on en fait deux. Deux maintenant avec Fanny, que l'on regrette. Fanny revient. Fanny Bouton, qu'on adore. Et voilà, vous êtes vraiment devenus les deux icônes et vraiment les deux têtes d'affiche du quantique en France. Les têtes d'affiche, c'est les chercheurs et les entrepreneurs. Non, mais pour le populariser, c'est important auprès du grand public. Plusieurs bouquins sur le sujet. Je participe à des projets de recherche. J'aide les entrepreneurs à se développer dans ce domaine-là, donc j'essaie d'être très actif au-delà de parler de ce qui se passe. Le quantique, c'est fantastique, tu confirmes? Exactement. C'est un domaine très intéressant. J'ai jamais autant pris mon pied. On va parler un peu de quantique ce soir. Ah, tu vas voir, un endroit inattendu. Bon, ouais. J'ai hâte. Et dernier chroniqueur, et pas des moindres, monsieur Didier Policani de Mac Forever en duplex de Lausanne. Bonjour Didier. Mais salut Olivier, que de beaux invités aujourd'hui. Bah écoute, oui, et puis beaux invités et beaux sponsors à Belle Transition. Un mot au sujet de notre sponsor SanDisk Professional. Regardez, il est là, notre petit disque dur magique qu'on va vous présenter ce soir. Notez bien donc, c'est une nouvelle marque, ça s'appelle SanDisk Professional, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, apte à combler chaque étape du processus de création. C'est le cas donc de ce disque dur pour entreprise, le G-Drive avec interface USB-C,
avancée. Il offre des débits jusqu'à 5 gigabits par seconde. Donc il offre de la polyvalence. Et cette solution d'archivage offre un stockage ultra fiable de grande capacité dans un boîtier esthétique de qualité supérieure. C'est vraiment, ça s'associe super bien avec le Mac. Le disque intégré, c'est un Ultrastar à 7200 tours par minute qui vous fait gagner un temps précieux grâce à sa capacité de 260, s'il vous plaît, mégaoctets par seconde en lecture et 260 mégaoctets par seconde en écriture. La capacité va jusqu'à 18 Tera, c'est énorme. Et le modèle qu'on a en plateau, il fait 12 Tera sur un seul plateau. Bref, c'est idéal pour sauvegarder et accéder rapidement à vos vidéos, photos et morceaux de musique HD. On ne vous le dira jamais assez d'importance de sauvegarder ces données, surtout si vous faites beaucoup de vidéos et de photos. SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow et merci à SanDisk de nous soutenir. Les amis, retour sur l'édition du CES 2022 et le moins qu'on puisse dire, c'est que le salon a résisté au Covid. Une ambulance particulière en préambule cette année, Fabrice, on en parlait tout à l'heure, pour une édition plus courte avec moins d'exposants et de visiteurs, je crois. Oui, c'est ça. En tout cas, la grande inquiétude avant de partir, les 15 jours avant le démarrage, c'était t'y vas pas. Est-ce que Joe Biden va fermer ou ne fermera pas? Globalement, c'est resté ouvert, un jour en moins néanmoins. Et sur place, un peu moins de visiteurs. On était habitué à voir un raz-de-marée de personnes qui arrivent le premier jour sur les stands. Là, c'est un peu plus clairsemé. 40 000 visiteurs versus 170, 171 000 lors de la dernière édition. Et en termes d'exposants, les startups ont marqué leur présence. Elles étaient là, on reviendra sur on va parler, on a un chapitre consacré aux startups. Voilà, et puis un peu moins de constructeurs d'électronique grand public, comme on a l'habitude de les voir généralement lorsqu'on se déplace au CES de Las Vegas. Alors faisons un bref historique de la typologie des exposants avec toi, Olivier. Pourquoi le CES? Qui expose? Quel type de société expose au CES? Pourquoi ils viennent là-bas? Quelles sont les différentes catégories d'acteurs qu'on peut... En fait, sur le CES, maintenant, tu as les acteurs de la technologie dans quasiment tous les domaines. Tu as l'automobile, tu as le monde de l'audiovisuel, qui était l'origine du salon quand il a été créé en 67. Maintenant, tu as les objets connectés, tu as la maison, tu as la ville intelligente, tu as même l'informatique d'entreprise, qui est plus ou moins couverte par certains exposants. Ouais, qui est un peu caché maintenant. Ouais, mais c'est la tech en général. Ouais. Alors maintenant, si tu veux faire une autre segmentation, on peut se dire que finalement, les gens qui viennent, soit ce sont des catégories leaders, comme on dit, c'est des gens qui créent vraiment les nouvelles catégories de produits ou qui définissent un petit peu le rythme de l'innovation. C'est souvent les grands acteurs, mais ça peut être aussi des startups qui, à un moment donné, innovent vraiment dans un domaine donné. La deuxième, c'est les suiveurs. Il y en a beaucoup. Alors, il y en avait peut-être moins cette année, parce que comme tu avais moins d'exposants, il y avait peut-être moins de suiveurs. Les suiveurs, c'est souvent des Chinois ou des sous-marques, comme on dit, ou des marques qui font des copies, et notamment aussi ceux qui font des accessoires, des ports USB, des trucs d'accessoires d'impression, dans tous les sens, des coques de téléphone. Des fois, il y avait un hall entier avec que des coques de téléphone, si tu veux, il y a 10 ans. Et puis après, tu as un dernier point qui, moi, me semble toujours très intéressant. Ce sont plutôt les équipementiers ou les sociétés qui font des composants ou matériels ou éventuellement logiciels qui rentrent dans les produits. Donc ça va être par exemple des processeurs. Donc tu as Intel, tu as Qualcomm, tu as moins connu des gens comme Broadcom, Marvell, etc., qui sont des fabricants de composants. Ouais. Et ceux-là ont toujours joué un rôle important au CES, mais un rôle très B2B, parce que ce sont les fournisseurs des autres exposants. En fait. Donc là, ce qu'on voit au CES, concrètement, c'est ce qu'on va retrouver peut-être dans quelques mois ou quelques années dans nos ordinateurs, dans nos iPhones, dans nos Apple Watch pour le côté Apple. C'est pas parce qu'Apple n'y est pas qu'il n'y a pas d'intérêt à suivre l'actu. Alors oui, tu as un cycle qui est quand même relativement compressé, à savoir que les composants électroniques qui sont présentés par Qualcomm ou Intel, pour prendre les plus connus, ou même Nvidia, au moment du CES, souvent ils ont été préannoncés avant le salon, en novembre, en décembre, et ils arrivent dans les produits qui vont être commercialisés entre janvier et juin, en fait. Alors, il y a une question bien précise, regarde, de nos tweetos sur le compte ORLM.tv dont refait le Mac. Une question de Rémi Vérin, qui est un fidèle de cette émission. Le CES, peut-être une question pour toi, Fabrice, le CES, c'est dur à dire, a-t-il encore une utilité en physique ? Alors, plus que jamais, en fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui on gère finalement toutes nos relations business, une grande partie en tout cas d'entre elles, en digital, qu'un salon comme celui-ci ne fait pas sens quand on est une start-up, par exemple. Alors, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est faut-il encore faire 9000 km pour se retrouver de l'autre côté de la planète et rencontrer des Français là-bas? Parce que bien souvent, c'est aussi ce qui s'y passe. En fait, le salon, lorsqu'on se déplace et qu'on fait ces 9000 km, ce sont 9 heures de décalage. 9 heures de décalage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne vivez pas la même journée qu'en France. Et donc, toutes les personnes qui sont là, qui ont fait ce déplacement, sont focus sur l'événement. C'est très rare, finalement, qu'on vous annule un rendez-vous avec un décideur, avec un journaliste ou avec quelqu'un qui est important, en tout cas pour vous. Donc, il me semble encore important, effectivement, de pouvoir y être en visite, d'autant plus que le digital, selon moi, n'est pas à la hauteur de la promesse. C'est-à-dire que l'année dernière,
D'ailleurs, on avait fait un bilan ensemble. Voilà, c'était un très beau site internet. Enfin, très beau, je ne sais pas si c'était d'ailleurs le bon terme, mais en tout cas, ça listait un grand nombre de startups qui faisaient le CES en digital. Mais très honnêtement, c'était extrêmement compliqué d'aller à la rencontre ou de partager avec l'ensemble des personnes. Effectivement, le CES c'était exclusivement entièrement virtuel. Ouais, que du virtuel. Tu as une autre raison pour laquelle le salon est important, en plus des rencontres humaines avec des vrais gens, c'est qu'il y a des produits à voir. Et c'est quand même un salon du hardware. C'est du hardware qui est mu par du logiciel, mais c'est quand même du hardware. Les télés, c'est du hardware. Tu le vois, tu l'entends, et à distance, pour voir un écran 8K, c'est difficile. C'est un exemple. Ou d'essayer un drone de transport, ce que j'ai pu enfin faire cette année. Bon, on va en parler. T'as volé dedans ? Alors, il n'y avait pas de hauteur sous plafond. Mais... Voilà, c'est ça. non, il était encore statique. Mais voilà, j'ai pu en tout cas rentrer dans un... Il y a un côté sensoriel qui est assez important, je trouve. Oui, c'est important de se raconter. Développer un réseau, tout simplement, un carnet d'adresses et des investisseurs, ils sont là aujourd'hui. Et puis c'est très communautaire, c'est-à-dire que le monde de l'entrepreneuriat est un monde communautaire et de rencontrer effectivement des startups, ça permet aussi de créer des synergies même entre elles. Donc c'est aussi tous ces phénomènes-là qui sont des choses dont on ne parle pas forcément. C'est des villages en fait, le village de la French Tech, voilà. On est dans un village, donc ça crée une émulation, des synergies évidentes. Regarde une autre question sur Twitter, sur le compte Twitter d'Aurélien.tv de Serge alias Tiber. Bonsoir l'équipe et meilleurs vœux à tous. J'ai une belle question pour qu'Apple refuse d'y être chaque année. Bonne émission RLM, on va peut-être se tourner vers Lausanne et Didier Policani qui a certainement la réponse. Salut. Et en fait, c'est une très bonne question, mon cher Stieber. En fait, la vraie question pour Apple, c'est est-ce qu'on fait des salons, en fait ? Et depuis Apple Expo, là, tu te rappelles de la belle période, en fait, c'est fini, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que ça mobilisait des ingénieurs, que c'était trop coûteux, et que finalement, ils avaient toute la promo qu'ils voulaient en ligne. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'Apple a complètement oublié l'aspect humain, que les boîtes effectivement ont besoin de se rencontrer, que c'est pas juste pour être relayé par la presse ces salons, c'est aussi justement pour créer de l'émulation. Et moi je pense qu'il y a énormément de gens qui regrettent un petit peu toutes ces périodes où Apple participait à des salons. Alors c'est vrai que le CES, des fois il y a des grandes marques qui y vont pas parce c'est un peu comme les grands salons automobiles. Là t'as de plus en plus de marques qui y vont pas parce qu'elles ont du mal des fois à se démarquer du reste. Donc Apple préfère faire un événement un petit peu avant. Souviens-toi, avant elle faisait des keynotes un peu pendant le CES ou juste avant. Comme ça elle avait tout le focus et puis ça mettait un petit peu. Cette année, il n'y avait pas Meta, il n'y avait pas Google, il y avait quelques sociétés comme ça qui se sont désistées. Amazon, je crois. Amazon qui n'est pas venu, etc. Voilà. En même temps, pour Google et Amazon, c'est moins gênant parce que ce qu'ils vendent, c'est surtout leur écosystème de leur reconnaissance vocale. C'est intéressant, mais c'est moins impressionnant que l'audiovisuel, par exemple. Et puis ils innovent peut-être un peu. Bon, non, bref. Covid encore, avec une flopée d'accessoires anti-Covid, à commencer par les masques. Il y avait énormément de produits, d'ailleurs, qui pourraient nous simplifier la vie au quotidien. Peut-être pas les masques anti-Covid, mais quoique. Tu en as listé quelques-uns dans ton article, Olivier. Alors, je te laisse la parole. On commence avec un masque anti-Covid. L'Erxom Quesaco, Olivier. J'ai oublié. En tout cas, ce qu'il y avait sur le salon, c'est qu'il y a des masques qui contiennent des filtres. Il y a parfois des masques qui contiennent des détecteurs de particules ou de virus, ça peut arriver. Et il peut y avoir des masques qui contiennent des micros aussi. Donc en fait, il y a du panachage en fait selon les fournisseurs. C'est pas juste un masque papier ou un masque FFP2 comme on peut avoir ici ici en plateau. Donc c'est un mode passif, un masque FFP2, l'Erxom, mais il est connecté, c'est-à-dire qu'il se branche à une batterie portable, il va détruire, c'est ça? Alors exactement. Alors celui-là, c'est une marque française d'ailleurs. Alors celui ce qu'il utilise, je crois qu'il utilise des filtres. Il y a des filtres actifs dans le masque, et il y a même certains masques, je ne sais pas si c'est les masques qui le font, mais qui contiennent des émetteurs d'UV. UV dans la bande des UVC. Comme on peut avoir pour nettoyer son téléphone également. Alors voilà, mais c'est un UV qui est nocif pour les humains, mais qui est émis à l'intérieur du masque, donc le corps humain n'y est pas exposé directement. Et il y a d'autres systèmes qui utilisent cette technique-là. Et ça, c'est à base de LED UVC qui sont relativement récentes, dont le rendement énergétique n'est pas très bon, mais au moins ça a le mérite d'exister. Donc ça s'appelle, ça c'est ta première sélection, l'Erxom, c'est une boîte française, ça pèse 130 grammes, donc c'est relativement... et c'est disponible au mois de mars, ça va coûter quand même 300 euros. C'est pas un masque jetable. Après, il y en a un autre. Alors, Aeronest, c'est une société qui propose un tout petit ventilateur qui est ultra plat, un peu comme un ventilateur de laptop en fait. Les ventilateurs de laptop, c'est ultra plat. Et donc, il est plaqué sur un masque quasiment normal, et donc il va aérer le masque. Donc ça permet d'avoir de l'air pour respirer. Je ne suis pas sûr que ce soit ultra indispensable, mais ça a le mérite d'exister. Tu confirmes, c'est une vraie tendance, le masque connecté autour du CES? En tout cas, il y avait beaucoup d'exposants sur le masque.
Mais surtout, on avait aussi, moi ce que j'ai pu voir, c'est des visiteurs qui avaient des masques un petit peu atypiques, qui semblaient être d'ailleurs très innovants, mais qui n'exposaient pas pour autant, comme si c'est des masques qui étaient déjà commercialisés. Je pense notamment à l'un d'entre eux, qui ressemblait, vous savez, un petit peu au masque de Decathlon pour aller sous l'eau. Pour aller sous l'eau. Vous voyez, donc c'est un peu ça, donc c'était un masque comme ça. Et on nous a envoyé la photo. Et on avait le sentiment... C'est le masque dont tu nous as envoyé la photo. Oui, je t'ai envoyé la photo, c'est ça. Voilà, et donc à la fois c'était un sujet... Cosmonaute, quoi. Le sujet de la santé. C'était un anti-vax qui se préparait à aller à l'hôpital en avance. Alors, en tout cas, il a fait le buzz ce jour-là. C'est clair. Voilà. Donc oui, c'était un sujet très très présent. Alors, autre produit très populaire pour cette édition de 2022 du CES, c'est toujours pour lutter contre le Covid, Olivier, c'est des purificateurs d'air. Tu seras d'accord avec moi, qui serait bien de déployer de manière à grande échelle. C'est très intéressant parce que c'est relativement innovant, disons, d'un point de vue technologique. Alors, l'année dernière, il y avait eu des robots qui sont l'équivalent des robots avec des tablettes, sauf qu'ils ont remplacé la tablette par des tubes à néon. Enfin, c'est des tubes qu'on appelle les lampes à excimer UVC, justement. Le problème, c'est que ces systèmes-là qu'on pouvait déplacer chez des retailers ou dans des écoles, il fallait vider les pièces des humains pour les utiliser. Et donc, ce qu'on a vu apparaître cette année, en tout cas, j'ai l'impression que c'est une différence, c'est des systèmes qui utilisent des lampes à UVC, mais qui sont carénés, dans lesquels on fait circuler l'air du lieu qu'on veut purifier, et donc qu'on peut utiliser pendant qu'il y a des gens dans la salle. Alors, tu sélectionnes Aura qui vient Alors, exactement, il y a Aura qui fait ça avec un système qui est à peu près cette taille-là, 20 cm de côté, et qui se plaque au mur, et qui va donc nettoyer l'air d'une pièce. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il y en avait... original, il y avait Airclan System. Oui, alors il y a... C'est sur les ordinateurs. Alors ça, c'est très original. C'est carrément un système qui aspire l'air de l'utilisateur d'un écran sur le côté de l'écran. Donc c'est un écran, je sais pas, de genre 24 pouces, et il y a un aspirateur à air des deux côtés et en dessous, et derrière ça purifie l'air. Et il y en a un autre qui s'est dit, c'est peut-être con de mélanger un écran à un système de filtrage d'air, parce qu'après les gens ils vont dire oui mais je veux telle résolution, telle taille. Comme une webcam. Donc ils l'ont mis en dessous de l'écran. Donc ils vendent l'appareil en dessous de l'écran, au moins c'est séparé de l'écran. Mais par contre c'est moins face à l'utilisateur, donc c'est peut-être moins pratique. Et il y a même des systèmes que tu accroches à ton téléphone, c'est ça? Ça existe aussi, oui. Et puis il y a surtout Valeo qui propose la même chose, mais pour les bus et les cars. C'est pas con. Et Valeo qui a gagné, je crois, un award. Ils ont dû avoir un award là-dessus, oui. Il y a un Français qui s'appelle Highlight You qui proposait un système de ce type-là. Alors parfois, il y a des systèmes où tu as à la fois le détecteur de Covid et le filtreur à air qui est dans le même produit. Et ça, typiquement, c'est vraiment entre guillemets des innovations, mais qui pourraient vraiment nous simplifier la vie aujourd'hui, en tout cas. Il faut les développer, ça coûte cher, il faut le développer à grande échelle. La question, c'est est-ce que tu peux le déployer à grande échelle? Mais il y a probablement certains endroits où ça mériterait d'être fait. Je pense qu'au retail, en particulier. Dans les magasins. Les magasins où il y a beaucoup de circulation, ça serait utile. Ou dans les open space, notamment pour. Les open space dans les certains villages, par exemple, au village Bassia, ce serait pourquoi pas mal pour certains bureaux. Il va regarder le prix, c'est tout. Oui, alors après, c'est toujours un raisonnement économique qu'on a autour de ce type de techno, bien sûr. Mais les cars, je trouve que ce serait très bien parce que c'est quand même un endroit où c'est assez risqué. On sait que dans un car, même avec des masques, l'air, s'il n'est pas purifié, il va vite faire attraper le virus à la moitié des occupants du car. Et donc, pour faciliter les transports en commun de ce type-là, c'est probablement pas inutile. Et au-delà donc des filtres, une chose qui est malheureusement d'actualité, mais on est obligé d'en parler dans cette émission, c'est une tendance du CES. Tu nous as parlé, Fabrice, en préparant cette émission, d'une nouvelle génération de tests anti-Covid. C'est ça, avec une start-up française d'ailleurs qui a été primée, qui s'appelle Graphéal. C'est la seule qui a gagné un vrai award. Qui a gagné un vrai award. En tout cas, elle apporte une réponse aux problèmes qu'on a les uns et les autres aujourd'hui, de se faire tester simplement, rapidement, et puis aussi de pouvoir collecter cette donnée et pourquoi pas la partager lorsque c'est nécessaire, avec son médecin. Donc Graphéal, c'est ça, c'est un biocapteur qui est numérique et qui permet en fait très simplement, sans temps d'attente, j'allais dire, pour aller à la pharmacie se faire tester, pouvoir se faire tester avec des bandelettes dédiées à cela et de collecter toutes ces informations-là de façon bien sûr sécurisée sur son smartphone et pourquoi pas les partager le cas échéant avec son médecin. Oui. Mais il y a deux caractéristiques importantes. Il associe ta photo. Au test qui a été fait. Parce que c'est connecté à une application qui tourne sur le smartphone. Donc ça permet de vérifier que c'est bien toi. Qui est et en plus, automatiquement, ton doigt s'est mis à jour. Mais cette boîte, elle a une autre caractéristique sur laquelle je connais d'ailleurs l'organisateur. Je connais le fondateur qui s'appelle Vincent Bouchia. Je l'ai rencontré dans son laboratoire où il produit le truc à Grenoble en juillet dernier. Et Vincent Bouchia
c'est une tronche. Ce gars-là, si tu veux, c'est un des pionniers des qubits supraconducteurs utilisés par Google et IBM. Donc c'est un pionnier de l'informatique quantique. Alors il a travaillé sur la physique de ce qu'on appelle les paires de Cooper, que personne connaît quand on n'est pas dans le quantique. C'est la physique des matériaux supraconducteurs. Et c'est ça qui a été le début en 97, avant les Japonais et les Américains, et le début des qubits supraconducteurs. Il a fait sa thèse là-dessus avec Daniel Estève, qui bosse au CEA encore aujourd'hui. C'est un vrai pionnier. Et il a été chercheur à l'Institut Néel à Grenoble, qui est un des plus gros laboratoires de France de physique quantique. Et il a créé cette boîte avec un cas d'usage de travail qu'il avait fait sur le graphène. Alors, donc c'est la vraie science qui devient l'entrepreneuriat et c'est remarquable. Voilà. Donc quoi, tu vois, les deux mondes se rejoignent. Tu as trouvé encore plus original que ce que tu viens de traduire pour détecter le Covid, ça s'appelle le Virawarm. Est-ce que tu peux nous en parler? Le Viravarn, pardon, un appareil qui détecte la présence du virus du Covid, toutes variantes confondues. Quid? Oui, alors en fait, ce détecteur-là, c'est un système qui fait, je crois, à peu près 30 cm de haut, qui est cylindrique, qui se pose à un endroit, et il va détecter la présence de tout type de virus autour de toi, quoi. Alors, la portée n'est pas très très grande. T'as pas besoin de mettre des choses dans le nez, quoi. C'est ça qui est remarquable. Ça évite ça, ouais. Surtout avec les enfants aujourd'hui, c'est tout ce qui nous manque. Hein. Donc avec un boîtier comme ça. Par contre, j'ai pas réussi à découvrir la technique qu'ils utilisent parce que c'est pas documenté. Ça m'énerve. Et ça, c'est vrai. Je veux savoir quand ça marche. Ça pourrait être vraiment une solution pour nous simplifier la vie. Tu peux faire, je crois, jusqu'à 300 tests, c'est ça? C'est du consommable. Voilà. Hein. Alors, en fait, au départ, ils faisaient ça dans un masque. C'est-à-dire que c'était un masque qui contenait un consommable qui fonctionnait 300 fois, donc on va dire une fois par jour à peu près, dans une année, et qui était un masque assez embarrassant quand même, hein, un peu comme les masques avec des filtres actifs, etc. Mais c'était quand même intéressant. Et après, ça, ils l'avaient lancé en juillet dernier, et au moment du CES, ils ont pris la technologie qu'ils avaient intégrée dans leur masque et ils l'ont mis dans un device qui, en gros, regarde ce qui se passe autour de toi, autour de l'appareil, mais pas à très longue distance. Allez, on va pas faire trop long non plus sur le Covid. Hein. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Tu voulais dire quelque chose, Fabrice? Non, mais peut-être parce que là, on cite beaucoup les startups. Il y a un laboratoire qui s'appelle Abbott. Ouais. Alors lui, c'est plutôt une innovation en termes d'usage, mais en fait, à distribuer des tests Covid qui vous permettaient, en fait, très simplement, face à son ordinateur, en étant filmé, de faire le test, de présenter le résultat et il y avait un QR code sur le test qui était réalisé et surtout d'obtenir le code ensuite en retour qui vous permet de montrer que vous étiez négatif et donc de pouvoir circuler très simplement. Donc ça, c'était vrai pour les Américains principalement parce que ça ne marchait pas sur notre application anti-Covid et c'était bien dommage parce qu'on a eu des temps d'attente assez longs pour pouvoir faire nos tests et rentrer. Alors, j'ai regardé la vidéo et j'ai trouvé que le test était tarabiscoté par rapport aux autres tests qu'on peut acheter en pharmacie qui viennent aussi des États-Unis, mais il est beaucoup plus compliqué. C'est ce que je pense au départ. Moi, je l'ai testé, dans les deux narines et 2 fois, ça marche nickel. C'est super simple. Mais je trouve que le procédé est un peu plus complexe. Mais non, en fait, c'est simple. C'est un a priori que j'ai eu au départ. Il faut non, mais il faut le tester. J'en ai plus. Je suis désolé, j'aurais pu t'enfiler, mais non, vraiment, je trouve ça beaucoup plus simple que nos tests à nous. En plus, tu as des revenus sur le Covid, donc ça marche super bien. Allez, au-delà de la lutte contre le Covid, la santé connectée et le développement durable sont vraiment des tendances fortes, apparemment, hein, si je vous suis bien, messieurs, de cette édition 2022. C'est important et c'est intéressant pour Refilmac de suivre ces travaux d'innovation qui pourraient être intégrés demain par Apple, on l'a dit en préambule de cette émission, et notamment de futurs modèles de sa watch. On va en parler dans un instant, la montre connectée d'Apple, avec Didier. Alors, on commence, Olivier, par des outils pour faciliter les consultations à distance. C'est aussi une tendance de fond aujourd'hui. Et la consultation à distance, on peut faire une consultation avec son FaceTime, mais ça ne suffit pas. Tu as sélectionné FaceHeart. De quoi s'agit-il? C'est pas le seul. En fait, j'ai trouvé 4 sociétés qui faisaient la même chose. Ouais. D'ailleurs, ce qui m'a amené des problèmes, c'est de savoir qui était en premier. C'était le Parce qu'il y a 2 ans, il y a une start-up israélienne qui s'appelle Binae qui proposait une application tournant sur une tablette qui te filme et qui, à partir de là, fait ton bilan cardiaque complet. Juste en te filmant. Juste en te filmant. Sans capteur biométrique, sans... Alors, il se trouve qu'il y avait une boîte française qui s'appelle eVirtual qui était présente dans Eureka Park et qui était, je crois, hébergée par... C'était sur les stands de la Poste, mais elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas pu venir parce que test Covid. Voilà. Et cette application, elle est intéressante parce qu'effectivement, elle permet non seulement de mesurer le pouls, mais elle mesure ta tension et elle mesure l'oxygénation de ton sang juste avec des photos. Et ça, c'est une technique qui a été inventée par un professeur qui s'appelle Pruski, qui travaille depuis plus de 10 ans là-dessus dans un laboratoire en France, dans l'université de Lorraine. Et ça a été repris après par d'autres. Et il y a d'autres labos qui travaillent là-dessus dans le monde. Donc c'est de la vraie science derrière. Caduci, c'est ça, du virtuel. Hein, c'est ça, Caduci de la société eVirtual. Médical de monitoring de 6 paramètres vitaux sans contact exploitant. Je te paraphrase. Oui, tout à fait. Un simple selfie de 30 secondes avec son smartphone. Donc on se filme. Et on a, alors la technique, ça s'appelle la photoplétistomographie. C'est dur à retenir quand même. D'accord. L'Université de Lorraine, effectivement, c'est assez étonnant ce qu'on arrive à faire. C'est vraiment concrètement aujourd'hui
Il ne s'agit pas de mettre de la politique là-dedans, mais ça peut être une solution à court terme pour régler les problèmes d'engorgement, pour faire des tests dans la rue, à la pharmacie, ou simplement avoir un médecin. Là, on parle du cœur, on parle juste du cœur. Oui, mais bon. Disons que ça permet... Ça fait pas un bilan cardiaque complet, ça fait pas un électrocardiogramme d'effort, ça fait pas un bilan complet. Mais ça permet de détecter un certain nombre de problèmes, on va dire légers ou simples. Certains disent qu'on peut, avec ces techniques-là, détecter la fibrillation atriale, qui est une des pathologies cardiaques les plus graves. Ouais. Mais c'est une grande tendance. Il ne faut pas oublier que dans le monde, il y a beaucoup de déserts médicaux. Donc toutes les applications qu'on peut mettre dans un smartphone qui permettraient de faire de l'autodiagnostic rapidement pour après aller voir des spécialistes, ça a une vraie utilité dans beaucoup de parties du monde, y compris en France. Parce que des déserts médicaux, ça existe en France. Oui, et c'est malheureusement d'actualité. Une autre start-up française que tu as sélectionnée, je ne sais pas Fabrice si tu la connais, s'appelle WeMed. WeMed qui fait un stéthoscope connecté et qui permet en fait, lorsqu'on fait de la téléconsultation, d'avoir le patient qui positionne au bon endroit son stéthoscope et avoir un diagnostic plus précis finalement par son médecin. En fait, malheureusement, c'est une startup qui n'a pas pu venir non plus. Elle était sur mes stands, ça m'a fait un stand vide d'ailleurs. Et pourquoi ? Tout simplement, pareil, elle a été stoppée faute d'un test Covid négatif. Et vraiment la promesse, Olivier, c'est de sculpter à distance, c'est vraiment ça. Alors, sculpter au sens, ça écoute ta respiration et ça écoute ton souffle cardiaque. Donc c'est un complément des systèmes à base de photos là, qui analysent ton pouls avec la caméra. Alors un thème qui t'est cher, c'est la mesure de la glycémie. On sait que c'est un point qui pourrait être vraiment une piste importante. On en parle souvent, hein, Didier, tu confirmes, autour des futures fonctionnalités de l'Apple Watch. Tu confirmes, Didier ? Oui, mais par rapport à ce qu'on disait avant, c'est vrai que c'est au niveau coût, d'utiliser uniquement l'image et un certain nombre de capteurs qui coûtent entre guillemets pas très cher, c'est vrai que c'est fabuleux. D'ailleurs, le parallèle qu'on peut faire en ce moment, c'est Tesla, qui se base uniquement sur les caméras pour faire de l'autopilote, là où tu as tout un tas de constructeurs qui font de la modélisation 3D avec des lidars, des trucs qui coûtent cher. Elon Musk a dit non, nous on gère ça avec la caméra. Bon, on verra qui gagne à la fin, mais c'est assez intéressant, oui. Alors, ils utilisent des radars aussi. Hein, mais bon. Oui, mais bon, bref. Ils ont enlevé les radars dans les dernières. Dans les dernières, ils ont enlevé les radars. C'est ça qui est fou, quoi. Alors, revenons à la mesure de la glycémie, parce que c'est vraiment une piste pour les futurs Apple Watch. Il y avait pas mal de choses qui étaient présentées, des solutions originales au CES à destination notamment des diabétiques. Olivier, tu peux nous en parler ? En fait, il y a deux types de solutions, on va dire, nouvelles. Il y a des solutions qui sont basées sur des montres qui contiennent ce qu'on appelle des micro-aiguilles. Donc, il y a quand même une aiguille qui vient de piquer. Alors, c'est une espèce de forêt de micro-aiguilles qui rentre très profondément, pas profondément dans la peau. C'est ce que propose PK Vitality, qui avait gagné un award il y a plusieurs années. Je ne sais pas s'ils étaient revenus cette année d'ailleurs. Et il y en a d'autres qui font des copies de ça. Et puis après, il y a une autre méthode qui est en train d'émerger, qui utilise uniquement les capteurs infrarouges de montres, y compris potentiellement celle de l'Apple Watch, et qui, à partir de logiciels... Opération, c'est ça qu'ils essaient. Voilà, c'est une société japonaise, et qui propose une solution qui est uniquement basée sur une méthode non intrusive. Donc ça serait plutôt cette piste-là que choisirait Apple, j'imagine. Il y a des chances qu'Apple choisisse cette piste-là. Le problème que ça pose, c'est la précision. Beaucoup de ces systèmes-là, à ma connaissance, ont des degrés de précision avec des taux d'erreur de l'ordre de 20-30%, ce qui peut être un peu embêtant. Et ils sont face à un concurrent que tu as cité, Fabrice, qui est Abbott, qui est le leader mondial des capteurs de glycémie. C'est des petites puces c'est des systèmes qui font à peu près 1,5 cm à 2 cm de diamètre, qui se posent sur le bras, qui ont une petite aiguille souple qui rentre dans la peau, et après avec ton téléphone tu récupères l'info en temps réel pendant 2 semaines. Et c'est face à ça qu'ils sont concurrents, ces gens-là. Donc, on va voir quelle est la solution qui devrait arriver. Je pense qu'on le verra avec des études cliniques, on le verra avec l'utilisation de ces produits-là dans la durée pour voir s'il y a vraiment il y a une dérive ou pas dans la mesure de la fiabilité sur le long terme. Voilà. Le français Wissing, c'est également de la partie, il a bien été représenté, je ne sais pas si tu les as rencontrés, Fabrice, autour d'une nouvelle balance connectée qui a fait couler beaucoup d'encre, celle-ci, parce qu'elle est plus qu'une balance, il y a carrément une poignée que tu tires, c'est ça ? Qui permet d'analyser à la fois son ECG, donc l'électrocardiogramme, et d'analyser la répartition de votre poids aux graisses dans les bras, le torse et les jambes, ainsi que l'activité des nerfs grâce à 2 poignées. Donc ça va très très loin, on est bien plus qu'une simple balance. Hein. C'est spécial. Et dans ton article, j'ai beaucoup aimé un produit que tu as mis en avant. Alors, c'est un point commun qu'on a tous les deux. C'est indispensable pour lutter contre la calvitie. C'est Lululab. Qu'est-ce que c'est, Olivier ? C'est une boîte que j'avais d'ailleurs vue il y a 2 ans au CES. C'est une boîte coréenne qui propose un casque qui va faire un électroencéphalogramme de ton cerveau avec de l'ordre de 18 points, je crois, et qui, à partir de là, est censé détecter des pathologies
Non, mais est-ce que ça répare? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça repose derrière? Est-ce que ça répare ton cerveau? Non, ça répare la calvitie. Ouais. Mais c'est un système de CG. Hein. Bon, d'accord, ça ne sert à rien. Donc, parce que je vois que tu as marqué dans les notes pas mal de clients potentiels dans le studio. Oui, mais tu pensais plus aux dérives du cerveau. Non, le problème, c'est que les Coréens, parfois, ils mélangent des fake science avec des vraies sciences. Ouais. Donc, ils font un vrai ECG, mais ils mettent aussi des LED rouges et ils disent oui, ça va guérir la calvitie et ils mettent ça dans le même produit. Si tu veux. Donc, à la fin, ça mélange des choux et des carottes. C'est le risque que tu as au CES. D'ailleurs, j'en ai vu une ou deux comme ça, des escroqueries. Des scams, quoi. Il y a des produits qui sont la poudre de perlimpinpin que tu mets autour du cou, qui te guérit de tout, qui te fait dormir, de stress, qui te guérit du Covid. Et certains parfois ont levé de l'argent et d'autres ont fini en prison. Je me souviens d'il y a 2 ans, il y avait l'équivalent de Yuka, mais qui te prenait ton ADN et qui personnalisait finalement les résultats d'un Yuka-like en disant attends, ce produit-là, il est peut-être bio ou je sais pas quoi, mais compte tenu de ton ADN, il vaut mieux pas. Pour l'alimentation. Pour l'alimentation. Oui, tout à fait. Donc là aussi, bon, j'ai pas. Donc vous l'aurez compris, la Health-Tech, c'était de loin une des tendances fortes de cette édition 2022 du CES. Il y en a eu d'autres. On y revient tout de suite après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé autour du site Mac Forever. Et bien sûr, c'est Didier qui s'y colle. Et oui, Olivier, et on commence par le Mac, tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'a pas mis un peu de Mac. Vive le Mac, Mac is back. Ben oui, mais cette année, c'est l'année du Mac. Et d'ailleurs, ça aurait profité aux ventes. Écoute, là, les dernières études, alors c'est toujours des estimations, hein, mais Apple aurait fait plus 28% de ventes cette année, notamment grâce, je pense, au MacBook Pro, peut-être aux iMac et peut-être aussi au Mac M1 qui ont continué de se vendre effectivement cette année, surtout avec le Covid, le télétravail, etc. Sachant que toute l'industrie du PC est en croissance, 14%, mais Apple doublerait sa croissance par rapport au marché du PC, ce qui serait plutôt pas mal. Écoute, et on a hâte de voir la suite, ce qui nous réserve pas mal de petites choses cette année apparemment. Oui, l'année s'annonce riche chez Apple. Ça reste du conditionnel parce qu'effectivement, ce qui moi une grande frustration, Apple n'annonce plus ses chiffres de vente. Dans ses résultats financiers, on a juste des tendances en monnaie sonnante et trébuchante. On n'a plus le nombre d'unités vendues. D'une manière générale, sans surprise, les amis, vous savez bien qu'avec le Covid, beaucoup d'ordinateurs se sont vendus et l'effet Mac M1 doit être, la puce M1 Apple Silicon ne doit pas être très loin. Deuxième info, et là c'est plutôt de l'ordre de la rumeur. Oui, on reparle de l'Apple Car, tu vois, c'était ce marronnier récurrent, mais Apple chercherait apparemment des partenaires en Corée. Donc voilà, c'est encore des rumeurs qui naissent de sources industrielles, mais tu sais, quand ça s'agite là, c'est vite à coups de milliards, donc ça remonte dans pas mal d'oreilles. Donc voilà, en Corée, hein, il y a Hyundai, Kia, et puis après tous leurs fournisseurs là-bas. Mais Apple serait peut-être effectivement encore en train d'essayer de développer sa voiture. C'est toujours pas clair, hein, cette histoire. Ils perdent beaucoup de spécialistes ces derniers temps. On ne sait pas exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, Tim Cook a toujours l'air d'être sur sa lancée. Au-delà, quand on voit, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur cette actu rumeur, les amis en plateau, mais quand on voit le nombre d'acteurs, de nouveaux acteurs, constructeurs qui arrivent sur le marché de la voiture électrique aujourd'hui, on se dit qu'un step supérieur, en plus en offrant une voiture autonome, c'est une opportunité pour n'importe quelle marque qui en a les moyens, et on sait qu'Apple en a, mais d'autres aussi, des géants ou des GAFA, d'arriver sur ce marché-là. C'est tout à fait possible, même s'ils n'ont pas l'outil industriel. C'est Sony. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a une porte ouverte aujourd'hui à la possibilité finalement de venir un peu, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, disrupter un petit peu ce marché. On pensait pas, enfin moi en tout cas, je ne pensais pas que c'était un secteur qui facilement allait voir venir de nouveaux entrants. Alors Tesla a démontré le contraire. Bien sûr, mais il a fallu 10 ans quand même. Mais là aujourd'hui finalement, avec peut-être l'électrification, je ne sais pas si ça simplifie, je ne suis pas un spécialiste, mais je ne sais pas si ça simplifie la fabrication des moteurs certainement. Voilà. Et donc de voir Sony qui crée sa filiale, qui vient avec un proto... qui a fait l'actu du CES. On en parlera plus longuement tout à l'heure. Mais effectivement, la voiture n'était pas loin. Mais il y a 2 ans, c'était un peu ambigu, parce que moi j'avais l'impression, en tout cas mon interprétation, c'était que Sony faisait ça pour vendre les produits qui sont dans les véhicules. Ils vendent des caméras, ils vendent des lidars. Il y a 2 ans. C'est un équipementier. Avec déjà un prototype. Oui, ils avaient déjà un proto, mais ça donne l'impression qu'ils valorisaient les pièces détachées qui vendent aux constructeurs automobiles. Et là, ils se disent, ah bah non, finalement, on va faire notre voiture. Ouais. À mon avis, ils sont en train de préempter l'arrivée potentielle d'Apple sur le marché. Ils disent, si Apple y va, peut-être qu'on y aille nous aussi. Donc pour toi, ce serait un signe avant-coureur. C'est intéressant. Non, mais c'est une interprétation qui vaut ce qu'elle veut, mais un grand spécialiste comme toi. Ouais. Et Google, si je ne me trompe pas, s'est associé avec des Stellantis, notamment, pour l'embarquer, et peut-être la future... Stellantis, Renault également, pour la nouvelle Renault Mégane électrique. De toute façon, Sony sera obligé de faire la même chose. Ils vont être obligés de s'appuyer sur des constructeurs existants, parce que Sony n'a pas d'usine de construction de voitures. Et on sait que ça prend du temps de mettre en place une
une usine. Ouais. Donc, Didier, on a vu pas mal de constructeurs chinois qui débarquent, même j'ai vu récemment des constructeurs vietnamiens qui ont l'outil industriel, le savoir-faire, qui sont prêts à le mettre à disposition d'Apple. Hein. C'est tout à fait plausible. En fait, c'est assez amusant parce qu'on fabrique plus du tout une voiture comme on l'a fabriquée avant, parce que tu as même des plateformes qui sont commercialisées. Voilà. Par exemple, tu as Foxconn là, qui va préparer une plateforme et qui va la revendre à tout un tas d'acteurs. Et après, à chacun de mettre ses petites billes dessus. Mais moi, je m'aperçois aujourd'hui, je teste énormément de voitures électriques. J'ai vu ça. Que finalement, la partie automobile un peu historique prend de moins en moins d'importance par rapport à toutes les technologies qui sont à bord, à commencer par le software. Et il y a une vraie disparité aujourd'hui sur le software. Il y a ceux qui savent en faire et ceux qui ne savent pas en faire. Ceux qui ne savent pas en faire, s'ils ne prennent pas Google, ça devient tout de suite complètement largué. Donc, ça devient un argument de vente, l'embarqué, pour acheter une voiture. Moi, je connais des gens qui n'ont pas acheté. Il s'appelle Monsieur X, vous le connaissez bien. C'est un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué, un chroniqueur historique de l'émission, qui, lui, n'achète pas une voiture si elle n'a pas de CarPlay à l'intérieur. Voilà, déjà, c'est assez amusant. Mais on en reparlera plus longuement tout à l'heure. On a un chapitre consacré aux voitures exposées, justement, et c'était assez original ce qu'il y avait cette année également, au CES. On revient au Mac et on va parler des Hackintosh, Didier, je crois. Oui, alors je ne donnerai pas de nom, mais autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont monté des Hackintosh, notamment pour faire du montage vidéo. Ouais. Mais malheureusement, c'est un peu la fin, parce que Apple est passé aux puces ARM, et puis bon, les PC n'y passent pas vraiment encore. Et Intel surtout sort des nouveaux processeurs, donc ils ne sont pas pris en charge par macOS. Alors il y en a qui arrivent à bricoler des trucs, c'est pour ça que je t'ai mis ça dans le busomètre. Donc on arrive à les faire tourner sur les derniers systèmes d'Intel. Tu sais, Intel maintenant, ils font des systèmes asymétriques de processeurs avec des cœurs rapides, des cœurs lents, et tout ça est pas géré par macOS forcément, donc tant qu'Apple ne voudra pas le faire. Donc voilà, peut-être avec les Mac Pro, on aura encore, tu vois, on pourra mettre un peu des GPU AMD, peut-être des puces Intel, mais ça va vraiment pas durer très longtemps. Donc voilà, si vous voulez faire un Hackintosh, faites-le maintenant, et puis après, figez-le. C'est fini. Parce qu'après, on peut-être avec de l'ARM. Que Microsoft laisse virtualiser Windows sur puce ARM. Mais tu vois, pour avoir des pilotes pour la partie GPU, par exemple, des puces Apple, ce sera très compliqué de toute façon. Après Intel, on parle de Google. Oui, puisque Google, ils ont créé une petite polémique. Oui, je pense qu'ils voulaient faire un peu le buzz. C'est qu'Apple est un peu tiraillé en ce moment par les autorités de concurrence, l'Europe, etc. Et un des sujets de Discord, c'est tout ce qui est iMessage, FaceTime. Tu sais, tous ces protocoles où on nous avait dit oui, mais on va l'ouvrir du temps de Steve Jobs. Puis après, Google qui a fait ah bah non. Toujours, ça fait 10 ans. Non. Et iMessage, oui, effectivement, en fait, le Google s'est plaint un peu que finalement les utilisateurs Android dans un environnement d'iPhone, ils étaient un peu marginalisés. Tu vois, c'était un petit peu les non vaccinés du moment. Et donc, on leur met des petits messages verts, ils n'ont pas à les accuser de réception, etc. On les met au banc de la société et du coup, ils estiment qu'Apple devrait respecter au moins certains standards justement pour éviter de créer une espèce de disparité comme ça et d'uniformiser un petit peu plus ces messages. L'idéal, ce serait quand même que tout ça s'uniformise en tant que tel, qui est un système un petit peu commun. Mais bon, là, on peut rêver, je pense, c'est pas pour demain. Aujourd'hui, pour appeler quelqu'un sur Android et qu'on veut échanger des vidéos, le plus simple, c'est encore d'utiliser WhatsApp. Donc, voilà. Bref, dernière info et rumeur, et on revient justement à un sujet dont on va parler plus longuement tout à l'heure dans un chapitre, des casques de réalité augmentée, voire on les appelle mixtes aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure avec Olivier. Oui, alors c'est le casque d'Apple, dont la rumeur court depuis plusieurs années maintenant, qui devrait peut-être sortir cette année. Elle est assez frénétique là, depuis le début de l'année. WWDC, le casque d'Apple, peut-être, on va voir. La rumeur en juin. On est vraiment. Et alors donc les infos qui sont tombées cette semaine, c'est que pour l'alimenter, il utiliserait le chargeur de presque 100 watts là du MacBook Pro 14 pouces. Donc en perspective, ça va être lourd l'engin. Oui, bon après, dedans ils disent qu'il y aurait deux systèmes de puces, donc deux processeurs, j'en sais rien, peut-être des A15 ou équivalents. Ouais, donc il faudrait quand même un petit peu de puissance. Puis avec les écrans et tout, c'est vrai que ça peut consommer un peu. Mais voilà, a priori, ce serait un casque assez autonome. Donc voilà, mais il faudrait soit le charger, soit le brancher. Donc ça promet qu'envoyer tous les masques, t'imagines un peu la société qu'on annonce à nos enfants là, avec entre les masques, les casques de réalité virtuelle, à la fin c'est Wall-E, voilà, Matrix, tu vis dans une bulle et puis tu bouges plus de ton siège, quoi. Alors on parlera plus longuement effectivement de méta, des métaverses et autres masques de réalité augmentée qui ont fait le quotidien du CES ou pas. On en parlera dans un instant avec nos invités. Un mot au sujet de notre sponsor SanDisk Professionnel. Notez bien SanDisk Professionnel, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, aptes à combler chaque étape du processus de création. C'est le cas du disque dur pour entreprise G-Drive, avec interface USB-C, offrant rendre des débits jusqu'à 5 gigabits par seconde. Polyvalente, cette solution d'archivage offre un stockage ultra fiable de grande capacité dans un boîtier plutôt esthétique, de qualité supérieure. Ça vraiment, c'est de la bonne camelote, c'est du bon métal en alu et ça s'associe plutôt bien avec un Mac. Vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Et le disque intégré, c'est un Ultrastar à 7200 tours par minute qui offre
jusqu'à 260 mégaoctets en lecture et 260 mégaoctets en écriture, donc ça va vite. Capacité jusqu'à 18 Tera, le modèle qu'on a en plateau c'est 12 Tera. Bref, c'est idéal pour sauvegarder et accéder rapidement à vos vidéos, photos et morceaux de musique HD. SanDisk est présent à chaque étape de votre workflow et merci à SanDisk de nous soutenir. Après la Health Tech, on va s'intéresser, s'il y en avait, aux innovations disruptives du CES. Alors, on commence avec une question Twitter de Mano. Il a beaucoup posé de questions cette semaine. Quelles sont les évolutions au niveau des écrans? On parle de Samsung qui devrait présenter ses dalles QD OLED et de LG avec OLED EX censées être plus lumineuses que les dalles OLED classiques. Avez-vous retenu à ce niveau au CES 2022? Tu as consacré un long chapitre dans ton article, ou un long, quelques lignes dirons-nous, au QD OLED. C'est pas Samsung qui l'a présenté, hein, c'est Sony bizarrement. Oui, Sony a dû utiliser des dalles de Samsung, mais que Samsung n'a pas officiellement présenté, en tout cas dans ses propres télés. Bon, c'est des dalles avec des LED bleus au lieu des LED blanches de LG. Et ces LED bleues, elles vont traverser ensuite des quantum dots, qui sont des poudres de perlimpinpin, mais qui servent à améliorer la couleur. Donc le bleu est transformé en vert et en rouge, en partie. Et grâce à ça, ça permet d'avoir en fait des couleurs plus pures pour les 3 couleurs primaires, qui après sont utilisées pour afficher une image en couleur. Et c'est du OLED ou c'est pas du OLED? C'est des OLED bleus. C'est des OLED bleus. C'est donc des image OLED bleus. Plus lumineuse que les OLED classiques. L'intérêt par rapport aux OLED blanches de LG, c'est que c'est censé améliorer la luminosité d'ensemble. Ouais. Et du côté du constructeur coréen, donc l'autre grand fournisseur à côté de Samsung, donc c'était LG, tu l'as dit, il présentait l'OLED EX, donc c'est une version améliorée, c'est ça, de l'OLED? Oui, alors c'est pas un OLED amélioré au niveau de l'écran, c'est un OLED amélioré plutôt au niveau de l'IA qui l'alimente. Ouais. Donc en gros, ils truandent l'image comme ils peuvent pour améliorer les contrastes, la couleur. Ils utilisent le deep learning pour améliorer la qualité de l'image. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez en plateau, Fabrice ou Didier. C'est une grande tradition du CES de présenter chaque année les grands constructeurs de dalles, des technologies révolutionnaires. Souvenez-vous de la 3D, de la 4K, de la 8K maintenant. Il y avait Samsung qui présentait du micro-LED 8K également. C'est quand même difficile, tu le disais également dans ton article, on s'y perd avec toutes ces technos et il faudrait presque changer d'écran tous les 6 mois. Oui, on s'y perd d'autant plus lorsqu'on n'a pas la possibilité de voir et manipuler le produit. Parce que je tiens à rappeler que quand tu dis présenter, c'est un grand mot. LG avait un stand cette année, c'est vrai, mais vide. Et donc ces fameux écrans ultra quali, ultra fins, ultra grands ou je sais pas quoi, on les voyait au travers d'un iPhone en scannant un code. Ou en conférence de presse éventuellement. Ou en conférence de presse éventuellement, mais pour les journalistes privilégiés qui pouvaient aller en backstage derrière. Donc voilà, je pense que tu sens ma frustration de ne pas les avoir testés. Donc ça m'est compliqué pour moi de donner un avis là-dessus. Je tiens juste aussi à signaler que la tendance, elle est assez étonnante. C'est que les années précédentes, on montrait des écrans donc avec une définition toujours plus importante, des écrans toujours plus grands et des écrans toujours plus fins. Et finalement, au fur et à mesure des années, on a aussi le sentiment que les constructeurs ont cherché à masquer ou à cacher leurs écrans en faisant des écrans transparents, des écrans enroulables, et cette année sans écran. Ouais. Didier, tu en penses quoi de cette course à la techno chaque année autour des écrans? Et puis surtout, on s'aperçoit, pour revenir à l'univers Apple, que on a l'OLED dans nos iPhones, on a du mini LED dans les Mac, et que Apple fait des choix bien différents, ne veut pas mettre les yeux dans le panier. Comment on peut expliquer ça, qu'ils panachent autant les technos? C'est qu'ils n'ont pas confiance dans une techno plutôt qu'une autre. On sait que le LED a tendance à marquer, c'est pas le cas du mini LED. C'est quoi ton avis là-dessus? Il y a vraiment en fait des compromis à tous les étages en termes, on l'a vu, de luminosité. Tu vois, le grand dada d'Apple en ce moment, c'est le HDR, mais si tu as une luminosité qui est à 500, 600 nits, c'est pas très intéressant. Donc pour le après, tu as aussi des problèmes de consommation. Il y a tout ce qui était rémanence, tu le dis, tous ces problèmes là d'écran qui marquent. Et tout ça fait que, suivant les produits, aujourd'hui, ils sont obligés de jongler un petit peu aussi en fonction de la disponibilité, parce qu'Apple, quand ils commandent des dalles, ils en commandent pas 10, ils en commandent des dizaines de millions. Donc il faut aussi, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, on l'a vu là aussi, c'est toujours entre LG et Samsung, donc ils ont pas non plus beaucoup de choix. Et en plus, tu as un effet de marque, c'est-à-dire que Samsung se réserve aussi certaines dalles pour ses propres produits, donc ils sont un peu tiraillés. Et d'ailleurs, c'est un peu les limites d'Apple aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup limités par leurs fournisseurs, comme ils font pas ça, ils n'ont pas d'usine, et c'est vrai qu'ils sont très dépendants. Là, on parle beaucoup d'écrans, d'écrans Apple à venir, d'iPhone pliable, toutes ces technologies qui sont un peu disruptives, mais finalement, Apple n'a aucune capacité
industriels pour faire de l'innovation à ce niveau. Samsung ou LG. Ouais. Alors les écrans pliables justement à belle transition, Didier, ou flexibles, hein, ils étaient toujours tendance cette année, messieurs. Un petit peu, disons au CES. que le format de l'écran pliable a tendance à s'agrandir. On avait déjà vu il y a 2 ans pas mal d'écrans, de laptops, de petites tablettes. Et là, tu as Asus qui présentait un écran d'origine OLED, OLED d'origine LG, et qui est un 17 pouces qui se plie en deux. Le ZenBook 17, regarde, on a les images. Mais c'est un produit commercial, c'est pas un prototype qu'ils ont présenté. C'est un produit qui est censé être vendu. Non, il n'est pas disponible, il sera disponible pendant cette année. Voilà, et Lenovo qui n'était pas au salon, mais qui a quand même annoncé en même temps, également avec le ThinkBook Plus, un écran 17,3 pouces couplé avec un second de 8 pouces à droite, comme un pavé numérique, en lieu et place du... Ça, c'est la fausse bonne idée en général. Voilà, je ne sais pas si ça va se développer, mais en tout cas, voilà, ça a au moins le mérite d'essayer de pas d'innover, mais il y a des pistes. On sait c'est comme Asus. Asus, ils ont un écran, un deuxième écran qui est à côté du clavier, quoi. Toi, tu avais une solution vraiment très originale, français Cocorico, une solution d'un écran, une techno pour améliorer le télétravail. Oui, alors ça utilise un écran du marché, notamment là c'était LG qui était sur les stands, mais ça s'appelle la vitre. La vitre, ça repense l'usage finalement de la webcam ou de la visioconférence. Ouais, en fait, voilà, l'idée c'est d'avoir à grandeur réelle finalement une ouverture sur un autre site distant. Et en fait, ça rapproche des sites distants, c'est assez incroyable l'effet. J'y croyais pas trop moi avant de le voir réellement. Et typiquement au CES de Las Vegas, on était connectés en permanence avec les équipes de la vitre à Nantes. Alors les pauvres, par contre, ils vivaient plutôt la nuit là-bas, donc les collaborateurs ils se couchaient à 3h du matin, mais pour faire l'animation justement sur le stand. Donc c'est une bonne manière finalement d'assembler un certain nombre de technologies, de créer de nouveaux usages. Donc là l'idée c'est de rapprocher donc deux espaces différents, et puis aussi avec des gestes assez simples, de faire un toc-toc sur la vitre, donc ça réveille la vitre et ça informe la personne qui est à distance que vous souhaitez communiquer avec elle. Il y a un traducteur simultané également, ça bluffait notamment les Asiatiques qui venaient sur le stand, c'est-à-dire qu'on pouvait dialoguer avec la personne qui était à distance et en temps réel on avait la traduction qui était faite de l'échange qui était réalisé et en temps réel. Ouais, donc beaucoup plus immersif. Complètement immersif. Un peu comme si on parlait quelqu'un derrière une fenêtre, plus une fenêtre ouverte sur le monde. Ça s'adresse pas là, effectivement, quand on souhaite rapprocher deux équipes ou cette fenêtre effectivement d'ouverture sur le monde. C'est un exemple d'ailleurs intéressant parce que ça montre qu'une start-up française peut outsmarter, pour parler français, Cisco. Parce que Cisco, avec son système de téléprésence qui existe depuis au moins 10-15 ans, c'était ça l'histoire. Mais sauf qu'il fallait dédier ça à une pièce avec plein d'écrans. Là, ils font ça un seul écran, ils le mettent verticalement. C'est presque plus astucieux. Et beaucoup de logiciels dedans. Beaucoup de logiciels et très peu. Il est nécessaire de très peu de bandes passantes. Enfin, tu sais comment c'est quand on est sur un salon et surtout là-bas. Enfin, c'est impossible de se connecter. On va parler de la 5G tout à l'heure. Et bien là, c'était ultra fluide. Il y avait c'était pas saccadé du tout. Alors, une nouvelle question de Mano sur Twitter. Parle-t-on du métaverse au CES et par la même occasion de lunettes ou casques de VR ou d'AR, donc de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Au niveau de lunettes et casques, Apple est sur le créneau, on en parlait tout à l'heure, mais a priori, il ne se dirige pas vers le développement d'un métaverse, au contraire de Facebook. Qu'en est-il au CES ? Est-ce que Facebook a évangélisé à tous les étages ? Ils n'étaient pas présents avec Meta, mais au-delà. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est que sur les espaces dits Eureka Park, là où se trouvent toutes les startups, il y avait une zone dédiée métaverse. Alors, il est vrai que ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est de trouver des usages du métaverse dans ces stands, et pas du tout. En fait, c'était une nouvelle manière d'être présent au CES, c'est-à-dire d'exister finalement dans le métaverse. Donc, on avait du CES en physique, du CES en digital traditionnel, je ne sais pas si on peut l'exprimer ainsi, mais aussi la possibilité d'exister dans un environnement 3D métaverse. Donc c'est en cela que j'ai vu cet usage-là sur place. Je n'ai pas vu moi de start-up spécifique sur ce sujet, mais de nouveau, je n'ai pas tout vu, c'est tellement grand. Alors ça tombe bien parce que c'est un sujet auquel tu t'es intéressé, Olivier, parce qu'il y avait quelques annonces matérielles autour de métaverse. Mais avant, ton opinion par rapport à ce engouement, en tout cas qui vient des GAFA. On sait que Facebook se positionne par rapport à ça, on sait que Google se positionne par rapport à ça, on sait que Microsoft suit également. Donc mais est-ce que tu penses que c'est une tendance de fond ? Non. Un buzz. Je pense que c'est une espèce de VR AR washing. Oui, c'est pas nouveau. Parce que la quasi-totalité des produits qui ont été présentés au CES cette année, qui étaient brandés Metaverse, c'était juste les mêmes choses qu'on a vues il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais Metaverse. Et Metaverse, en plus, c'est très trompeur, je pense, dans l'appellation, qui n'oublions pas, vient de Facebook avec son renommage de sa société mère, qui date de début novembre. Donc c'est un phénomène qui est très récent. Il n'y a pas un Metaverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un environnement virtuel où il y a tout.
comme il y aurait eu dans Second Life, dont on parlait il y a une quinzaine d'années. Non, il y a des environnements virtuels qui sont créés par des éditeurs de jeux, comme Niantic ou Ubisoft. Il y a des univers qui peuvent être créés à des fins professionnelles, pour des entreprises. Et il va y en avoir qui vont être créés pour la santé, comme ce que Dassault Systèmes présentait sur son stand. C'est des métaverses, au sens les environnements virtuels. Et après, quand on va dedans, on utilise des casques qui sont assez embarrassants, qui s'améliorent un petit peu d'année en année en résolution, en angle de vue. C'est très important d'avoir les deux et d'avoir un confort de vision. Mais il n'y a pas eu d'innovation radicale cette année. Il y a eu quelques casques nouveaux présentés avec un petit peu un petit plus, comme Vuzix. Ouais, tu as sélectionné Vuzix. Oui, Vuzix. Mais bon, Vuzix, ils sont très B2B, historiquement. Ça fait des années qu'ils sont au CES. Des écrans micro-LED, c'est ça? Ouais, des écrans micro-LED. Mais alors, ils sont un peu relous, les cocos, parce qu'ils ne te donnent pas les infos complètes. On a un nouveau truc vachement bien, ils ne te donnent pas l'angle de vue et la résolution. Moi, ça m'embête un peu. Alors là, c'est vraiment la réalité augmentée sur le modèle que l'on voit. C'est un modèle c'est un mélange des deux. Ils ont des lunettes de réalité augmentée qui est quand même leur spécialité. Et de temps en temps, il faut aussi des casques. C'est plutôt vers ça qu'annonçait à l'origine la rumeur. Et puis, on a vu arriver de nouvelles catégories alors, je ne sais pas si ça existait avant, parce que je ne suis pas un spécialiste de la réalité augmentée ni du VR, mais ce qu'on appelle la mixité dans ce domaine, des casques mixtes. C'est ça la nouveauté de l'annonce, des rumeurs Didier. C'est qu'Apple préparait, alors qu'on le voyait plutôt sur le créneau de la réalité augmentée, un casque VR AR. C'est bien ça, Didier? C'est quand même flou. Alors effectivement, là, les rumeurs récentes ont l'air d'être plutôt sur un gros casque. Mais oui, alors il serait à cheval entre celui de Microsoft et puis... Mais en fait, ce qui est très bizarre, et on le disait l'année dernière, c'est qu'ils peuvent faire le hardware, on leur fait confiance. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont proposer? Ils n'ont quasiment pas de jeu, ils n'ont pas de studio de jeu. En B2B, ils sont très mauvais. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et ils vont sûrement pas s'accompagner avec... on a du mal à comprendre. Donc oui, mais bon, ils ont AirKit, ils ont quand même un public de développeurs de jeux, ils peuvent mettre de l'Apple TV à l'intérieur, ils ont les moyens de sortir un truc. Après, c'est vraiment que ce soit un produit grand public, accessible, que tu puisses mettre vraiment avec plaisir. D'ici le mois de juin, de surcroît. Et d'ici le mois de juin. Non, mais peut-être que ça peut être un environnement de développement aussi pour des futures lunettes. Tu vois, les lunettes qui viennent d'être montrées là, je les imagine bien faites par Apple. Tu vois, des lunettes vraiment classiques qui ressemblent à des vraies lunettes, et puis dans lesquelles il y aurait comme ça de la réalité augmentée. Et il faut avoir la techno derrière quand même. Oui, mais bon. Moi, j'ai une théorie là-dessus qui vaut ce qu'elle vaut depuis 4-5 ans. Depuis 4-5 ans, je pense que c'est une technologie qui n'est pas amenée à se démocratiser comme le smartphone l'a fait. Et la raison, elle est physiologique. Tous les casques ou les lunettes qu'on voit, ce pas des objets qui sont faits pour être portés longtemps. Ils sont trop lourds, ils sont trop encombrants. C'est embarrassant, c'est lourd, ça consomme de l'énergie. C'est pas quelque chose que tu penses que la techno peut briser ce mur de verre? Le problème, c'est que la manière de briser le mur de l'encombrement de ces casques-là, c'est pas un problème d'électronique, c'est un problème d'optique. C'est très compliqué d'envoyer des rayons lumineux dans l'œil pour qu'on ait une image grand angle. C'est très compliqué. Et qu'on ne soit pas perturbé. Donc tous ces écrans de réalité augmentée, de réalité mixte, ils sont tous en train de jouer avec l'optique d'une manière ou d'une autre. Il y a Magic Leap, n'oublions pas, qui a levé près de 3 milliards de dollars pour essayer de faire ça. Et là, tu sais ce qu'ils ont décidé? Au départ, ils voulaient faire un casque grand public pour ratisser très large et devenir le leader mondial de ce domaine-là. Eh bien, ils viennent de décider de se focaliser sur le monde de la santé et donc B2B. Ils passent d'un marché très grand public de volume à un marché très étroit de spécialistes qui ont besoin de porter des lunettes parce que ce sont des chirurgiens ou des gens dans la santé. Et là, on voit bien qu'il y a une rupture. On passe d'un marché qui devient un petit marché, en fait. Et donc, il y a une autre raison, c'est que comme c'est des objets qu'on ne peut pas porter longtemps, il ne faut pas oublier que la valeur d'un objet, notamment la valeur d'un smartphone, elle est un peu proportionnelle au temps qu'on passe dessus dans la journée. Parce que c'est ça qui régit les modèles publicitaires, c'est ça qui régit aussi la valeur des contenus, comme les jeux, etc. Et donc, structurellement, physiquement, ça va limiter la valeur intrinsèque que ça procure. Alors, sauf dans les métiers où c'est justifié. Donc, pour ça que je suis très réticent à l'idée qu'on va vivre toute sa vie dans ces univers-là. Et après, il y a une raison humaine que le Covid nous a quand même fait vivre, c'est qu'on a quand même... C'est quand même pas mal de se voir en vrai. On est un animal qui a besoin de socialiser un petit peu. Et n'empêche, la tendance est donc à la mixité, Olivier, concernant les casques. Tu as sélectionné le Varjo Aero XR3, ça ressemble à un nom de voiture, un casque de réalité mixte avec des afficheurs haute résolution, un très bel angle de vue, tu as noté. Alors ça c'est intéressant parce que c'est des casques, l'angle de vue qui est de 115 degrés, c'est pas mal, parce que 115 degrés, c'est quand même mieux que les 90 ou 95 qu'on a dans les... C'est un beau bébé
quand même, regarde. Mais c'est quand même encore embarrassant. Ouais. Alors, il y a des caméras devant pour faire cette fameuse réalité mixte. La caméra filme ce qu'il y a devant toi, et après ça mélange ce qui est devant toi. Tu n'es pas enfermé dans un univers. Les caméras te permettent de te projeter dans la réalité. C'est un moyen de contourner les défauts qu'ont les systèmes comme HoloLens de Microsoft. HoloLens Microsoft, c'est une image qui est projetée sur un miroir semi-réfléchissant, sur un verre, mais qui te permet quand même de voir au travers ce qu'il y a dans le monde réel. Le problème de ces casques-là, c'est que ce que tu vois du monde réel est très atténué. Parce que tu as plein de fils dans tous les sens qui t'empêchent de voir ce qu'il y a dehors. Donc un des moyen d'éviter ça, c'est que tu mets des caméras et tu projettes dans l'image virtuelle ce qui est devant toi et tu le mélanges à une image virtuelle. Dans les deux cas, c'est des usines à gaz. Dans les $2000, c'est ça. Donc on attend avec impatience Apple pour voir s'ils vont créer une vraie rupture. Alors, en préparant cette émission, Fabrice nous a dit qu'à côté, qui est complémentaire de la réalité augmentée ou du monde virtuel, tu as vu énormément de choses autour de l'univers du haptique. C'est comme ça que tu l'as qualifié. Oui. Ça, c'est assez vrai depuis plusieurs années, mais on sent que la technologie est de plus en plus mature et que les usages se développent autour de tout ça, et c'est un bon complément en fait à la réalité virtuelle ou à la réalité augmentée. Donc là, notamment une des startups là, dont on peut parler, c'est Skinetic, qui était sur les espaces de la French Tech, en fait, qui permet à l'utilisateur, lorsque l'utilisateur met cette veste, de ressentir finalement toutes les sensations comme si on les ressent, comme si on était dans le monde physique. Donc toutes les fois où il y a une secousse, un choc, ça permet de vivre une expérience en immersion totale. Oui. Au travers de ce gilet. Et là, concrètement, j'ai vu un truc équivalent il y a 2 ans. Je sais pas d'où ça venait, c'était pas français. Bon, mais en fait, tu as plein d'entreprises qui inventent plus ou moins la même chose, qui l'améliorent de manière incrémentale. Oui, il ne s'agit pas forcément de la volonté de copier, c'est-à-dire qu'ils ont la même idée, mais il y a une startup qui s'est plantée il y a 5 ans. C'est plus mature, et puis ça peut être amélioré, ça peut être moins cher. Il y a plein de. On en parlera tout à l'heure. On a beaucoup de choses à dire. Une question encore de Mano sur Twitter. Parle-t-on de la 5G au CES 2022, chirurgie à distance, voiture autonome, usine connectée, cloud gaming? Il y a le choix quant aux applications possibles. Quels domaines au niveau 5G ont été mis en avant au CES? Fabrice? Disons que... on sait les difficultés pour se connecter, ne fût-ce que pouvoir t'appeler en FaceTime quand on est au CES. Oui. 5G, il y a beaucoup à dire. Disons que moi, j'ai le sentiment que la 5G, elle rentre davantage dans les usages. Je ne sais pas si c'est réellement ce que l'on met en avant, c'est plutôt l'usage qui en est fait. Donc moi, je n'ai pas détecté, mais de nouveau, c'est avec mon prisme à moi, de technologie 5G mise en avant plus qu'habituellement. Olivier, tu confirmes? Que dalle. C'est ça. J'ai rien loupé. Non, mais je suis toujours mesurer, est-ce que j'ai loupé ou pas un truc? Non, mais en France, la raison d'abord, c'est que la 5G elle est déployée un peu partout maintenant, mais son débit est quand même très variable, ça dépend de là où t'es. C'est souvent la Super 4G, voire la 4G améliorée. Moi, je considérais qu'au départ, la 5G, c'était fait pour être de la 4G améliorée, ou la 4G qui marche, une autre manière de faire. Mais par contre, il ne faut pas oublier que la 5G, c'est plein de protocoles. Il y a aussi du bas débit dans la 5G qui permet de connecter les objets connectés. Mais ça, on n'en parle pas parce que ce n'est pas dans les offres encore les plus courantes des opérateurs. C'est plutôt des offres. Les opérateurs, ils ont commencé d'abord par faire des offres sur la bande des 3 Go 6, puis après, ils vont faire les ondes millimétriques ou pré-millimétriques, les fameux 22 à 26 GHz, qui augmentent encore plus le débit, mais qui nécessitent de mettre beaucoup plus d'antennes dans les villes. C'est pas encore déployé, ça. Donc en fait, la 5G, son déploiement, il va durer 10 ans. Sachant qu'on parle déjà de la 6G, ce qui fait qu'on s'y perd un petit peu. Mais les éditeurs de logiciels d'applications mobiles, j'en ai pas vu beaucoup qui ont dit on a un truc qui est fait pour la 5G. Ce qui est amusant, c'est que c'est l'un des vraiment du centre de gravité de toute la tech mondiale. Chaque année, Las Vegas, c'est le CES, et on a toujours autant de mal à se connecter. Ça, c'est clair. C'est quand même un beau paradoxe. C'était encore le cas avec 40 000 visiteurs. Mais alors même à 40 000, oui, tu as raison, même à 40 000 visiteurs, ce n'est pas possible. Mettez-nous des relais, et un peu de fibre dans les hôtels. On va aborder un chapitre important parce que le CES, figurez-vous, se transforme chaque année en salon de l'auto. Alors, il y a un peu plus de place pour toi, Didier, pour t'exprimer, parce que c'est vraiment ton dada à ce moment. Regarde, il y a une question de 901 Tech. La voiture électrique by Sony, on en parlait tout à l'heure, a-t-elle un réel futur? Si Musk y arrive tout juste, Sony s'y risquera-t-il? Voilà, on le sait, je le disais en préambule, que le CES est depuis quelques années vraiment une vitrine pour tous les constructeurs automobiles. Mais ce n'est pas cette année les fabricants traditionnels de voitures qui ont fait l'actualité, mais Sony, on en parlait à Didier tout à l'heure. Comment tu as perçu cet engouement du constructeur japonais? Ils ont envie, ils avaient déjà présenté un proto, là, et puis ils laissaient entendre qu'ils avaient envie de faire une voiture. Bon, ils sont au Japon, il y a quand même pas mal de constructeurs.
Ce qui est sûr, c'est que le Japon, ils sont à la rue aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la voiture électrique que sur le plan du software. Les seules choses qu'ils savent faire, enfin j'exagère un peu, mais c'est plutôt tout ce qui est hardware, c'est-à-dire les écrans, les capteurs et ce genre de choses. Donc là-dessus, ils peuvent être bons, tu vois, pour la conduite autonome, etc. Mais pareil, toute l'IA et toute la recherche aujourd'hui, elle est plutôt aux États-Unis ou en Israël aussi un petit peu. Et donc c'est vrai que t'as du mal à les voir à faire quelque chose de complet. Donc ils pourraient avoir une voiture brandée Sony, mais est-ce que leur rapport serait aussi grand que Apple par exemple aujourd'hui, qui peut faire quand même beaucoup de choses, Apple fait vraiment tourner des voitures, tu vois, c'est entre guillemets officiel. Ils ont de l'IA, ils ont tout un tas de technologies, ils ont le software qu'ils peuvent réutiliser depuis un iPad, etc. Ils ont tout l'écosystème aussi tu vois, des films qu'on peut te passer pendant les charges. Enfin, je pense qu'il y a une vraie réflexion en termes d'écosystème chez Apple qui va être plus compliquée chez Sony. Après, c'est vrai que c'est kiffant de voir ça parce qu'en fait. C'est la Vision S02, c'est ça, c'est un vrai prototype. Ouais, et puis il est beau, et puis en fait, ça nous rappelle un peu le début des smartphones, c'est-à-dire, tu vois, il y avait les anciens constructeurs un peu de téléphones historiques, puis tout à coup là, il s'est mis à y avoir des trucs très très beaux, complètement novateurs en termes de design, en termes de vision aussi, puisque la voiture, c'est vraiment le prolongement un peu aujourd'hui de notre chez nous. On passe beaucoup de temps dans la voiture, donc il y a beaucoup de choses qui se développent autour de ça. Et je pense que c'est la tendance. Moi, à mon avis, je vois vraiment aujourd'hui, tu vois, on parle de Foxconn, on parle même de Samsung faisait des voitures, etc. Je les imagine bien tous aller vers là, puisque c'est aujourd'hui, là, c'est vraiment un des gros chantiers en termes d'innovation. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire, en fait, dans la voiture. On n'a pas l'air de voir comme ça, mais c'est plus juste un objet qui roule, quoi. Fabrice, c'est pas juste un coup de pub que s'est fait Sony, c'est vraiment l'antithèse d'Apple. Ils ont carrément créé une filiale qui s'appelle Sony Mobility. C'était au printemps de cette année, ça va être au printemps de cette année. Voilà, et c'est l'antithèse d'Apple qui cache tout. Là, on a presque à visage découvert en avance. Oui, et pour revenir effectivement sur ces constructeurs et sur tous les codes dont on a été habitué aujourd'hui, les uns et les autres, quand on rentre le soir, le premier réflexe c'est quoi? C'est de brancher son téléphone. Pourquoi pas télécharger des apps? On voit que là, dans le monde des... Maintenant, on connecte sa voiture, on la met à jour. Et moi, ce que j'ai vu sur place, c'est aussi une boîte qui s'appelle Apex.ai qui développe un OS à destination des voitures et surtout un SDK de développement comme on peut l'avoir sur Apple, avec des développeurs qui vont pouvoir configurer, faire des apps spécifiques pour des voitures qui seront sûrement validées dans le même type de process. Quelle est la valeur ajoutée, en fait. Et ensuite de pouvoir les télécharger. Donc on adopte complètement, on est déjà habitué à tout ça en fait. On n'a pas besoin de nous expliquer comment ça marche, on l'a déjà adopté. Concrètement, Olivier, est-ce que c'est pas finalement ça le futur des gens de la tech et d'Apple en particulier dans l'automobile, en fournissant le software comme a fait Microsoft pendant des années que tu connais bien, ou aujourd'hui Google? C'est une optique, mais la voiture, c'est compliqué. Tu as des capteurs, tu as la carrosserie, tu as le moteur, tu as les batteries, qui est un gros sujet. Tu as effectivement le logiciel qui prend de plus en plus de valeur. Bon, à un moment donné, il y a un rôle pour les équipementiers de tous ces composants-là, puis après, il y a un rôle d'intégrateur pour le constructeur. Ouais. Bon, comment cette chaîne de valeur va évoluer? Moi, je ne suis pas un devin sur le sujet, on verra bien, quoi. Il y a des tentatives de faire ce qu'on appelle l'horizontalisation du marché, c'est-à-dire que Google fournisse l'OS, Amazon la reconnaissance vocale, des BlackBerry avec QNX qui est concurrent de la boîte que tu citais, qui est en gros l'OS de bas niveau. Ils étaient présents. Voilà, qui est présent depuis très longtemps. Soit c'est un marché qui se structure de manière très horizontale, comme le marché de l'Android ou du PC. Et le grand public. Soit c'est un marché qui se structure verticalement à la Apple, qui grignoterait plein de parties de la valeur ajoutée. Donc ça, on verra bien. Il est probable que dans 10 ans ou dans 15 ans, notamment quand les véhicules électriques vont se généraliser, on aura une cohabitation entre les deux modèles, en fait. Alors, un peu comme le PC et le Mac. Les grands constructeurs, étaient présents, notamment tu as sélectionné quelques modèles rigolos, notamment celui de General Motors. Pourquoi la Silverado Chevrolet Silverado. Alors, la Silverado, c'est pas le genre de truc que tu vas voir en France couramment, c'est des pick-up. Un pick-up, c'est un 4x4 avec un grand coffre ouvert à l'extérieur. Tu en vois, mais plutôt à la campagne. Et ce qui est intéressant, c'est pas qu'il est électrique. Il est électrique, certes, comme plein de nouveaux véhicules, mais il contient une batterie qui s'appelle Ultium, qui avait été annoncée il y a 2 ans au CES, quand j'y étais à l'époque. Et c'est une batterie qui a une caractéristique, c'est qu'elle est beaucoup plus dense. C'est pas des batteries en cylindre. Comme les puces, les piles AA ou c'est pas comme les grosses piles cylindriques. C'est fait à plat. Il y a plusieurs techniques pour le faire. Et résultat des courses, ça leur permet d'avoir une batterie beaucoup plus compacte et plus légère. Bon, ils annoncent une autonomie de 400 miles. Ça fait à peu près un peu plus de 600 km. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Donc on verra. Mais comme c'est un gros machin,
il faut beaucoup de batterie pour l'alimenter. Parce que c'est des gros veaux, hein, ces machins-là. C'est des camions. Plus qu'une voiture normale à 4 roues. Quoi. Et on a vu avec presque des camions. Notamment le modèle de chez qui n'est pas encore arrivé, dont j'ai oublié le nom, Didier, de chez Tesla. Tu sais, la camionnette, la grosse... Le Cybertruck. Le Cybertruck. Qui est en retard de 2 ans. Hein. Et d'ailleurs, il a annulé la date de cette année. Là, apparemment, ça sera plutôt l'an prochain. Fabrice, de ton côté, tu as eu un coup de cœur pour un système de recharge de voiture. Oui, parce que un des problèmes que l'on rencontre lorsqu'on a une voiture électrique, c'est de trouver une borne de recharge. Surtout quand on n'est pas dans une zone urbaine. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, quand on est aussi utilisateur et qu'on veut installer une borne, ça coûte cher d'installer une borne à la maison. Donc en fait, Wattpark répond à ces 2 problèmes-là. Le premier... Wattpark. Ouais, pardon, je ne l'avais pas cité, oui, Wattpark. W-A-T-T-P-A-R-Q, pardon. Et donc en fait, voilà, on voit dans les images, d'une part, si j'ai une maison, par exemple, et que je souhaite installer une borne de recharge, je peux également installer côté rue la possibilité que je donne à d'autres véhicules de venir s'y connecter et de fait de monétiser finalement ma borne et de pouvoir la rentabiliser. Et donc tout ça, c'est géré via une application. Je peux réserver mon espace quand je suis un utilisateur externe et quand moi-même je ne l'utilise pas. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, ça permet justement de densifier, tout le réseau de recharge électrique. C'est l'une des problématiques aujourd'hui que l'on rencontre quand on est un utilisateur de ce type de véhicule. Vous connaissez, Didier, Wattpark? C'est étonnant. Oui, j'avais vu passer. En fait, mais c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, tu as tout un tas comme ça de réseaux qui se développent. Ça me fait penser un peu au début du Wi-Fi. Tu avais le fond, là, tous ces trucs là où tu partageais tes trucs, tu partageais tes codes free et tout. Et puis à la fin, tout ça, c'est un petit peu arrêté parce que finalement, en fait, ma grand-mère, pour utiliser ça, elle a besoin quand même d'un truc simple, quoi. Non, mais on peut pas aller dans chaque appli pour te garer. Alors, il faut utiliser telle appli, tel machin. Je pense que ça va bien dans une problématique un peu court-termiste, mais ça me paraît compliqué. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, les bornes de charge, même un peu sur les autoroutes et tout, tu as des badges, tu as tout un tas de trucs, c'est encore compliqué tout ça. C'est pas encore plug-up. Vivement l'induction pour l'autoroute. Il y a peut-être une startup à monter qui va agréger l'ensemble de ces services. Mais ça existe déjà un peu. Il y a par exemple ChargeMap, c'est du roaming de bornes en fait. Et par contre, tu payes plus cher. C'est-à-dire que comme ils prennent du roaming, à chaque fois, tu payes jamais le tarif que tu as, le meilleur tarif sur la borne. Mais par contre, tu t'achètes ta carte, tu es quasiment sûr de charger partout. Donc c'est quand même pas rien en termes d'usage. Alors Fabrice, le CES, c'est aussi un moment privilégié pour l'industrie des drones de transport. On va parler aussi des robots, mais tu as testé des drones de transport? Alors je suis monté dans un drone de transport. Ça faisait 6 ans que je rêvais de monter dans un drone de transport. Il a décollé? Non. Et j'aurais bien aimé qu'il décolle. Bon, d'accord. C'est le SkyDrive japonais. C'est le SkyDrive japonais, voilà, c'est sur le stand du Japon. C'est quand même... la promesse qui est faite, c'est de pouvoir avoir ce type de transport d'ici 2026, si je ne me trompe pas, et que ce soit complètement autonome d'ici 2030. L'idée, c'est de remplacer finalement dans les zones urbaines le transport en taxi via des transports en drone de ce type-là. Alors, c'est des petits trajets quand même, parce qu'il n'y a pas une super autonomie quand même. Petit trajet, alors je ne serais pas le premier à l'essayer quand même. Mais avec un bon parachute, on sait jamais. C'est assez bluffant quand on est à l'intérieur. Bien sûr. Et en fait, l'écran, parce qu'il ne le montrait pas spécifiquement, c'est un écran qui était un écran 3D sans lunettes. Et donc, c'était assez étonnant en termes d'expérience. Il a déjà volé apparemment. Oui. Alors, ça fait des années. Ça fait des années. Olivier, que Volocopter présenté en 2017, je crois, sur le keynote d'Intel, un hélico à 8 hélices. Ça va décoller ou pas ces drones? Tu y crois, Olivier? Allez. Je vais encore faire le naysayer, comme on dit, mais disons que pour être gentil, je pense que ces outils-là ne sont pas faits pour être démocratisés. Il y a des problèmes d'encombrement, en tout cas. Mais ça fait rêver, c'est sympa. Mais ça va être un peu comme l'hélicoptère quand tu arrives à Nice et que tu veux aller à Monaco. Moi, je l'ai déjà fait une fois il y a longtemps. Tout le monde ne prend pas l'hélico pour aller de l'aéroport de Nice à Monaco. C'est la même chose. Et tout le monde n'ouvre pas son espace aérien. Non, mais tu as un problème d'énergie, tu as un problème d'encombrement d'espace aérien, tu as un problème de sécurité, d'autonomie. Donc, il y aura probablement des cas d'usage. À Dubaï, ça va être testé aux Jeux Olympiques à Paris. Je crois que la RATP ou l'aéroport de Paris, ils ont un partenariat avec, je ne sais pas si c'était pas Volocopter ou un autre, ou Yang, qui est chinois. Yang, il présentait ça il y a des années. Alors, tu remarqueras que c'est toujours dans 5 ans. C'est un peu comme la télé d'Apple, tu vois. Là, c'est plus 5 ans. Là, si jamais. Alors, après, l'autre... Hyperloop, par exemple. Oui, l'Hyperloop, et puis il y avait aussi la Boring Company avec le tunnel cher pour aller... il y en a un à Las Vegas.
Ouais. Là, ça y est, oui. Bon. Tu l'as pris ou pas? Non, je ne l'ai pas pris. François Sorel l'a pris. Alors en fait, c'est un tunnel où il y a des voitures qui s'appellent des Tesla qui roulent avec un conducteur dans un tunnel à une voie. Faut pas qu'il tu peux même pas ouvrir la porte dans le tunnel. Non. C'est quand même énorme. J'ai vu les images, effectivement. C'est du Elon Musk, c'est-à-dire c'est du truc à moitié sec, quoi. Tu vois, c'est l'autoroute. Alors ils promettent que dans 5 ans, ou je ne sais pas combien d'années, ça va être des voitures autonomes. Ok, bon, on va voir. Alors, ce serait un comble qu'il soit plus difficile de faire rouler des Tesla autonomes dans un tunnel où il y a juste une voiture devant toi par rapport à aller sur une autoroute. On est d'accord. Mais enfin, ça montre que des gens comme les grands de la tech, et en particulier des richissimes dirigeants de la tech à l'image d'un Elon Musk, ils saupoudrent un peu partout, ils finiront forcément par tout. Il ne faut pas oublier que la promesse, c'est d'éviter les embouteillages. Oui. Or, il y avait que 40 000 visiteurs, il y avait déjà des embouteillages dans le tunnel, dans les démonstrations qui étaient faites. Il y avait plus d'embouteillages dans les tunnels. C'est pourquoi? Parce que le problème, c'est la place qu'il y a pour décharger les passagers. Évidemment. Ils les mettent comme ça. C'était à peu près aussi efficace que le parking des taxis à Orly, si tu veux. Donc, ça promet. Donc ça promet. Voilà, c'est une bonne démonstration de l'avenir de ce genre de choses. Une autre promesse qu'on nous promet depuis justement des années dans la science-fiction, c'est les robots. Il y en avait un humanoïde qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait beaucoup parler de lui. Oui. Fabrice au CIS cette année. Alors, son nom m'échappe, c'était Engineering Arts, oui. Il est tout, regarde, tu as tout de mémoire. Ça y est, tout d'un coup, là, c'est revenu. Mais de l'avoir vu. Ça s'appelle la Mecha, je crois. Elle est assez impressionnante, déjà par... Elle Alors moi je dis elle, c'est marrant parce que oui, elle me fait penser à une femme, je sais pas pourquoi. Oui, c'est pas. Tu as raison, il y a pas de, elle est asexuée en tout cas à mon avis. Elle n'est pas genrée. Elle n'est pas genrée, voilà, elle n'est pas genrée. Mais elle avait une voix de femme, j'ai le souvenir de ça. Ouais, c'est un Robiel en fait. Voilà. Ce qui était assez impressionnant, c'est que déjà dans la gestuelle, on voit qu'elle a une gestuelle quand même assez fluide, et ensuite dans les interactions qu'on pouvait avoir avec elle, elle vous posait des questions très simples. Quel est ton nom? Tu réponds et on voit que ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas le plus bluffant. Ce qui était bluffant, c'était surtout lorsqu'elle a reconnu l'objet que j'avais dans les mains. J'avais, tu sais, un stabilisateur de DJI. Ouais. Et elle me dit, oh, mais il est super ton stabilisateur DJI. Enfin voilà. Et c'est sûr qu'il n'y avait pas quelqu'un qui. Non, je sais pas, il y avait peut-être un type qui codait derrière, je sais pas, et qui lui disait ce que j'ai. J'ai l'Armajax, mais un truc. Et c'est là où j'ai été bluffé en fait. C'est pas tant l'interaction. Ils peuvent comprendre ce que je viens de sortir à l'instant, mais. T'as dit quoi, Gérard Majax? Oui. Si, moi je comprends. Bon, d'accord. Ça va. Bon. Ceci étant, tu as raison de souligner le fait que, vous deux, que la démo peut être truandée. Oui. C'est déjà arrivé sur le CES les années passées. Et Vivatech, je me souviens d'un robot qui était un fake et qui se baladait dans les. Enfin, peut-être que tout le monde le savait, mais en tout cas, on s'est tous posé la question si c'était un vrai ou un fake. Mais voilà, donc, et ça, c'était assez déroutant de se dire, tiens, voilà, c'est pas juste un questionnement simple d'interaction. C'est Vivatech, le robot. Oui, c'est Vivatech. Ouais. Non, mais le Spot Mini, qui est très connu, le chien là, de Boston Dynamics, il est télécommandé, il n'est pas autonome. Ouais. Bon, il est encore présent là d'ailleurs. Il se débrouille bien, mais il est télécommandé. C'est pas lui qui décide d'aller à gauche ou à droite. C'est quelqu'un qui lui dit tu vas à gauche. Que l'année chapitre, les acteurs de ce dernier chapitre ne sont pas télécommandés, c'est les Français du CIS. Allez, on enchaîne direct avec une question Twitter. J'ai vu que la French Tech est plutôt bien représentée, chouette, plus de 230 startups. Quel bilan, Fabrice, pour la French Tech cette année, les startups du village, notamment by CA? Oui, c'est une très bonne question. Avant de partir, on se posait tous la question de savoir si on allait avoir des visiteurs. Alors, et si on allait avoir des startups. Alors déjà, les startups, on en a eu. Il y avait 140 de prévus, 130 ont pu réellement arriver sur place. Donc, c'est une des plus importantes, si ce n'est pas la plus importante délégation étrangère. Ah, ça reste cette année, c'était juste après les US, j'allais dire comme chaque année quasiment. Après, les autres pays sont venus aussi en force. Donc, on voit que le modèle français est un modèle qui donne envie. Les Italiens étaient là, les Néerlandais. Donc voilà, c'est quand même un modèle qui est copié parce qu'il fonctionne bien. Donc, les startups étaient présentes, des startups plutôt quali qui étaient avec nous. Et puis, on avait des visiteurs et surtout, finalement, le fait qu'il y ait peu d'exposants sur le Convention Center, là où il y a l'électronique grand public habituellement. Il y a beaucoup de défections. En fait, il y a eu soit des gens qui sont partis, tout simplement, mais aussi un report de ces visiteurs dans les allées de l'Eureka Park. C'est-à-dire que même si c'était une année particulière pour le CES, même s'il y avait moins de visiteurs, ça a été un bon cru parce que finalement, ça a apporté plus de visibilité sur des acteurs moins majeurs du CES. D'une part.
plus de temps aussi pour échanger avec tous les patrons des boîtes qui étaient présentes, la possibilité de tester. C'est toujours frustrant de faire autant de kilomètres sans pouvoir tester. Là, on pouvait tester les innovations qui étaient mises sur les stands. Donc, plutôt positif. Et puis, j'allais dire qu'en attendant, en France, il ne se passait pas grand-chose. Donc, j'allais dire, autant être là-bas. On était tous plutôt confinés à cette même période. Il y avait aussi des grandes entreprises, et c'est important de le souligner. Oui. Oui, il n'y a pas que les startups, il y a aussi des PME, il y a aussi des grosses boîtes. Alors cette année, il y avait Stellantis, donc le groupe Peugeot, il y avait Valeo, on a déjà évoqué leur présence, on a déjà évoqué le cadre Dassault Systèmes, il y avait aussi Schneider, qui est moins connu, et puis L'Oréal. Donc, et d'ailleurs, ils gagnent des awards, ces grosses boîtes, en complément des startups. Ouais, il y a 23 nominations aux awards du salon, c'est ça cette année. 23 nominations, c'est ce qu'ils appellent les honoris. Mais c'est comme être nominé aux Oscars, c'est pas celui qui gagne. C'est les nominations. Voilà, et les awards en tant que tels, ce qu'ils appellent les Innovation Awards, c'est celui qui gagne sa catégorie. Et on en a eu un qui est Graphil, qu'on a déjà cité. Juste pour prendre un petit peu le contre-pied justement de cet engouement, on a bien compris que cette année était une année particulière, mais c'était plutôt une bonne idée d'y aller, justement parce que l'exposition était vraiment là. Dans ton rapport, dans ton article, tu parles de chaque fois que tu y vas ou que tu y allais, d'une impression d'un peu de déjà-vu chaque fois que tu vas sur le CES, ou que tu as l'impression de revoir toujours les mêmes innovations. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est pas forcément le moteur de la tech, ce type de déjà-vu? C'est un peu une impression, mais en même temps, elle est peut-être faussée par l'expérience ou par la quantité de startups auxquelles on peut être exposé. Mais je pense que c'est lié à un autre phénomène. C'est lié à un phénomène qui est qu'une innovation, très souvent, quand elle est relativement simple à mettre en œuvre et qu'elle ne dépend pas de beaucoup de technologies, il y a plein de gens qui ont la même idée en même temps dans le monde entier. Donc tu peux très bien avoir un Coréen, un Japonais, un Européen, un Américain qui ont la même idée quasiment en même temps. Alors ils se lancent, ils mettent 2 ans à faire leur truc, puis à un moment donné ils le lancent en même temps, et là on se dit tiens, ils sont copiés les uns les autres, mais ils ne sont pas forcément copiés, ils ont eu la même idée. Ça c'est un premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'innovations qu'on appelle incrémentales, c'est qu'on améliore à la marge un produit qui existe déjà, donc tu as l'impression que tu l'as déjà vu. Puis il y a un troisième phénomène qui est très courant dans l'univers des startups, c'est que beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils ne regardent même pas l'historique de leur domaine, c'est-à-dire qu'ils lancent la boîte et ils ne savent même pas ce qu'il y avait avant. C'est le défaut de la jeunesse. En même temps, c'est comme ça qu'on innove. On fait abstraction de l'existant et on y va. Manque de bol, tu as déjà 15 mecs qui sont plantés à faire la même chose et ils refont la même bêtise. Et ça, c'est courant et on en voit au CES, mais on en voit ici et partout. Quoi. Et dans le pitch, c'est je suis la première application, je suis le premier, je sais pas quoi. Donc, c'est tout ça qui s'accumule. Voilà. Faut savoir, c'est pour ça que j'insiste beaucoup au début sur l'histoire des composants. Ce qui fait l'innovation, c'est les composants, c'est les processeurs, c'est le stockage, les écrans. Et après, il y a l'assemblage de tout ça. Puis après, il y a le logiciel qui permet de faire des produits qui répondent à un besoin dans un marché donné. Et d'ailleurs, même dans les logiciels, il y a des composants. Et il y a des gens qui vendent que des composants logiciels. Il y a mes amis d'iFi Smart dont on ne parlait jamais, mais c'est une société qui fait des logiciels pour les set-top box des opérateurs télé. Ils étaient là au CES aussi. Ouais, ils sont partout aujourd'hui. Et leurs clients, c'est des opérateurs du monde entier. Et donc, c'est des briques logicielles, B2B. Et pour conclure, aujourd'hui, combien de startups étaient partis avec toi au village? Alors, sur le village, on était 5 startups. Habituellement, quand on y va, on est plutôt une délégation de 15 à 20. Donc, on a réduit le périmètre afin de nous assurer, en tout cas, de pouvoir être présent et notamment... Pardon ? Étanche. Et étanche, oui. Et plutôt satisfait cette année? Disons que moi j'ai mal vécu le CES en digital l'année dernière. C'était important, en tout cas moi mon job à moi c'est d'accompagner les entrepreneurs pour qu'ils puissent se développer en France et à l'international. Ça fait partie de mon job, donc je suis satisfait d'avoir pu les emmener et d'avoir pu faire en sorte qu'ils puissent rencontrer de futurs clients, de futurs investisseurs. Donc, ce qui est paradoxal, et ce que j'ai appris en arrivant ici, puisqu'on est aussi une start-up et on fait le MAC via la société Electridreams qui produit cette émission, c'est que finalement tu es heureux quand ils te quittent. Quand ils quittent le nid, c'est comme ça que tu dis. Ça veut dire qu'ils ont réussi quelque part. Mais oui, sinon ce sont des tanguis. Une boîte qui est ici, au bout de 2 ans, elle doit prendre son envol et vivre de ses propres ailes. Et si j'ai pu contribuer modestement à ça, j'en suis très fier. Bon, allez, on enchaîne avec encore un petit mot au sujet de notre sponsor. Il s'agit bien sûr de SanDisk Professional. Notez bien SanDisk Professional, car le célèbre constructeur de cartes SD propose désormais une gamme complète de solutions d'archivage à destination des pros de l'image, apte à combler chaque étape du
processus de création. C'est le cas du disque dur que j'ai à côté de moi de l'entreprise SanDisk, qui s'appelle le G-Drive avec interface USB-C, offrant des débits jusqu'à 5 gigabits par seconde. Polyvalente, cette solution d'archivage offre un stockage ultra fiable de grande capacité avec un boîtier esthétique de qualité supérieure en aluminium et gris sidéral qui s'associe à votre MacBook Pro. Le disque UltraStar 7200 tours par minute vous fait gagner un temps précieux grâce à ses capacités de 260 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture. Et la capacité elle est jusqu'à 18 Tera, 12 Tera pour le modèle qu'on a en plateau. On essaiera d'organiser un petit concours dans les semaines ou les mois qui viennent pour vous en faire gagner un. Bref, c'est idéal pour sauvegarder et accéder rapidement à vos vidéos, photos et morceaux de musique HD. On stocke tout, on archive tout, on refait le Mac. Merci à SanDisk qui est présent à chaque étape de votre workflow. Allez, on termine toujours On fait le Mac par les coups de cœur, bien sûr. Didier, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Bah écoute, on parle du CES, donc je vais te parler d'un produit un petit peu novateur. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est ? Si je te le montre comme ça, est-ce que tu sais ce que c'est ? Un picoprojecteur. Regarde si je te le montre. Voilà, exactement. Alors en fait, le roi des picoprojecteurs, enfin celui qui fait vraiment des produits de qualité, c'est Philips. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, ils développent ça à la frontière franco-suisse, là, en Suisse, vers Nyon, là, donc juste à côté de nos bureaux suisses. Ouais. Et c'est assez amusant parce que c'est des produits qui sont de grande qualité. Alors aujourd'hui, je te montre. Alors je crois qu'il est même pas sorti encore. Il me l'a envoyé il y a pas très longtemps. Il s'appelle le OnePix. Et en fait, donc ce petit projecteur, donc tu as des ports derrière qui sont, il y a un HDMI et puis 2 USB-C. Mais l'idée, c'est que tu le connectes par exemple à ton iPad ou à ton futur iPhone quand il sera USB-C, hein, Apple. Ouais. Voilà. Mais ça, en fait, c'est totalement autonome. C'est-à-dire qu'il y a une petite batterie à l'intérieur. Donc en fait, tu arrives avec ça, tu le branches à ton iPad et tu vois, tu déploies les petits pieds là. Et tu as un projecteur, alors c'est pas du 1080, c'est du 480p, mais il a une super luminosité. Et par contre, vraiment en taille, regarde, je te mets un iPhone à côté pour que les gens se rendent compte. Ouais, c'est tout. On est vraiment sur quelque chose de minus et de super léger, il fait 240 grammes. Et vraiment, mais ça n'existe pas encore. Enfin, tu vois, c'est vraiment avec ce niveau de qualité. Et tu as même des haut-parleurs, il y a des petits haut-parleurs de 3 watts, la batterie fait 3600 ampères. Enfin, c'est vraiment, tu peux faire 2 heures de présentation avec ça. Alors, évidemment, c'est pas pour regarder des films et tout, il n'y a même pas de sortie. De sortie son, hein. Mais c'est vraiment de la pointe. Et en fait, tu as plein de gens qui sont des VRP, qui bossent dans des boîtes et tout, qui ont juste besoin de faire une petite presse. Et là, avec, on va dire, même une pièce un tout petit peu sombre, ça suffit en fait. Ils arrivent vraiment à faire quelque chose d'assez lumineux avec les petites LED. Et ça coûte quand même 300 €. Donc tu vois, c'est relativement cher entre guillemets, mais vu l'usage, ça peut être assez intéressant pour une niche. Moi je pense que c'est des produits de niche, hein, c'est pas pour jouer à la console. Ouais, bien que le vidéoprojecteur revienne à la mode, hein, c'était un des thèmes forts de cette édition de CES. On n'en a pas parlé ce soir parce qu'on ne peut pas parler de tout. Il y avait Samsung qui présentait également une sorte de picoprojecteur qui se visse comme une ampoule, le freestyle. Mais allez voir la vidéo de notre ami Pépé, il a consacré une vidéo là-dessus, c'est assez étonnant à voir, même si le prix était assez élevé, près de 1000 €. Fabrice, qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme coup de cœur cette année ? Alors Olivier, que penses-tu d'élargir l'audience de Refait le Mac à l'étranger ? Élargissons l'audience. Je ne veux pas élargir que mon estomac. Et le problème qui va se poser à toi, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir te faire comprendre dans une autre langue que le français. My English is perfect, my Taylor is rich. Fabrice Marcel. Et donc c'est une boîte coréenne que j'ai croisée au CES de Las Vegas, s'appelle Cléon, K-L-L-E-O-N. Et elle fait quoi, cette boîte ? Elle fait du doublage automatique de tout ce que tu vas exprimer dans l'émission. C'est un doublage qui en plus est avec ta voix. Et enfin, ça va reconstituer le mouvement de tes lèvres afin que tes lèvres en tout cas, soient adaptées aux mots que tu prononces. C'est assez bluffant. Tu vas tester ? J'ai ramené une vidéo d'une interview de Joe Biden, et donc il le faisait en anglais, puis c'était décliné en coréen, en japonais, en chinois. Alors malheureusement, ça n'existe pas encore pour le français, ça viendra. Mais ça viendra. On va essayer. C'est mon coup de cœur. Oui, remake the Mac again, mon cher Olivier. Olivier, de ton côté, ton coup de cœur ? En fait, je l'ai déjà cité, c'est Graphil. Ouais. Pourquoi Graphil ? Parce que le produit est utile, c'est le fameux test que Fabrice tu présentais tout à l'heure, et puis l'histoire de cette boîte est extraordinaire, et en plus, ce laboratoire à Grenoble, je l'adore, j'ai plein d'amis dedans, donc c'est un coup de cœur à tout point de vue. Voilà, donc c'est un vrai coup de cœur au sens propre. C'est la transformation d'un travail de chercheur, de la recherche fondamentale vers l'entreprise, et c'est remarquable parce qu'en plus il l'a fait relativement rapidement, ça n'a pas duré 5 ans, quoi.
Donc, il travaille avec ses thésards. C'est ses thésards de son labo qui sont ses cofondateurs de la boîte. Bien, moi, on reste toujours autour du Covid. Et aujourd'hui, autour de nous, on cherche pas mal de purificateur d'air. C'est un produit assez rare et assez compliqué de trouver en ce moment. J'en ai sélectionné un qu'on a testé. C'est le Dux Bright. C'est une petite boîte chinoise, évidemment, qui fait ça. Elle élimine jusqu'à 99,87% de tous les polluants que vous pouvez avoir dans votre appartement ou même dans votre bureau. C'est assez pratique, pas seulement pour le Covid, même pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie. Et son prix est, entre guillemets, on sait que ça a des prix flambent en ce moment, autour des 200 €. Ça s'appelle Dux Bright. Et il y a bien sûr une application iOS pour piloter le tout et avoir en temps réel le niveau de pollution que vous avez dans votre pièce ou bureau. 200 € Libright. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci les amis d'être venus jusqu'à nous pour nous faire un petit peu rêver et d'être un peu prospectifs sur les nouveaux produits qui vont arriver cette année autour de la planète tech. Et ça fait du bien de sortir un petit peu de la planète Apple, n'est-ce pas Didier ? Mais oui, et d'ailleurs, quand tu vois les innovations, on attend Apple un peu en ce moment, je trouve. On attend Apple sur le créneau et on se donne rendez-vous, j'espère, dans l'année, très vite pour des innovations du côté de la pomme. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, on va fêter quoi ? Les 15 ans de l'iPhone. Bien sûr, on aura plein de choses à vous raconter parce qu'on était là déjà, au Moscone Center à Macworld. Mais on n'était pas au CES, on était au lancement de l'iPhone. Il y aura Monsieur X qui sera de retour. On est content de le retrouver, qui nous racontera la genèse de l'iPhone au sein d'Apple France, car la France a beaucoup contribué. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Et le petit pouce, ça fait toujours plaisir. À la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Bonsoir. Everyone has a story to tell, an ambition to realize, the passion, the time, the exacting detail that goes into everything we do. We push the boundaries of what's possible to create something extraordinary. Introducing SanDisk Professional. Premium pro-grade storage solutions, powerful enough to capture your biggest inspiration. This is innovation with one thing in mind, to empower your creativity, content, production, business. High-end products that flow with you. Customize, expand, and scale however you want. Built to be steady under pressure and help protect it all along the way. Massive capacity, packed with power. Designed to be resilient from the inside out. We don't cut corners or make compromises. This isn't just professional, it's SanDisk Professional.